We are Seven Truth. Seven Truth Entertainment. Alors, bonsoir à tout le monde. Très content de vous retrouver ici. Donc déjà on dit Alhamdulillah. Donc louange à Dieu de nous avoir permis d'organiser cette troisième édition de synthèse philosophique animée par le célèbre et brillant professeur Sohaybu Diouf, que je demande d'applaudir s'il vous plaît. Voilà, comme je viens de le dire, nous sommes à la troisième édition et l'idée est juste d'accompagner nos jeunes frères et jeunes sœurs qui font le baccalauréat afin d'être prêts par rapport aux examens, notamment la philosophie. Alors, je remercie personnellement mes amis, eux sans qui je ne peux rien faire. Je veux citer Salih Bari, Seydi Wade, Abdou Aziz, Yoro, Seydou Diallo et Mouli Dione. Ce sont mes amis et j'aimerais vraiment que vous applaudissiez pour eux. Voilà, vraiment, sans eux, je ne peux rien faire. Depuis ce matin, on est ici en train de préparer, mettre en place les chaises, la bâche, tout ce qu'il faut. Et vraiment, un grand merci. Donc, je remercie tout le monde, mes parents évidemment, mais également toutes les personnes qui ont participé pour la réussite de cet événement-là. Donc, je remercie aussi le professeur Sohaybu Diouf. Je le remercie infiniment parce que la première fois qu'il était venu ici, je lui ai dit une phrase, c'est-à-dire, professeur, j'ai un rêve. Il me dit, c'est quoi ton rêve? Je lui ai dit que mon rêve, c'est que vous veniez à Sangalkam. Vous faites une synthèse philosophique pour mes frères et sœurs. Il m'a dit, un rêve, ça ne se brise pas, donc je viendrai. Et il est venu. La deuxième année aussi, je lui ai demandé de venir ici. Bon, il m'a dit, Gassama, c'est qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, pour Sangalkam. Il m'a dit, t'inquiète pas, je suis obligé d'y être et je vais y être. Cette année où nous sommes actuellement, je l'ai appelé tardivement. Quand je l'ai appelé, il m'a dit que franchement, les dates ne sont plus disponibles. Mais je vais tout faire pour trouver une date pour toi. Voilà pourquoi le délai était trop court pour communiquer. Donc un grand merci infiniment à Sohaybu Diouf. Vraiment merci du fond du cœur. Alors sans tarder, on va démarrer la synthèse. C'est facile, vous allez rester concentré. Il va prendre la parole et il va faire donc le programme. Il va venir sur les grands points, les grands aspects. Ensuite, il va venir peut-être sur la méthodologie. Et ensuite, vous allez poser des questions et il va répondre par rapport à vos interrogations. Merci de votre aimable attention. Donc on va demander à Dieu de nous donner les forces de faire le travail correctement. Et quand je dis Dieu, moi j'ai un intermédiaire entre moi et Dieu, c'est mon vénérable maître Cheikh Ahmadou Bamba. Et c'est pourquoi je commence toujours par dire Jërëjëf Sëñ Touba. C'est une manière de lui prier, de me donner les forces pour faire le travail, n'est-ce pas? Donc lui, il s'est sacrifié pour que je vienne. Moi également, je me suis sacrifié pour être là. L'objectif, vous le savez, c'est de vous préparer au mieux en tout cas, pour que vous soyez très performants, j'ai envie de dire brillant et très brillant. Le 14 juillet, je crois que vous commencez par la philosophie, le 14 juillet à partir de 7h30. Et donc normalement, quand vous aurez lu les sujets, je crois qu'à partir de ce que nous disons ici, en tout cas nous demandons à Dieu, ajouter au travail qui a été très bien fait en classe par mes brillants collègues, je crois que tout cela réuni devrait vous donner les moyens d'être très fort, d'avoir des 14, des 15, des 16 et des 17, ce n'est pas impossible. On est d'accord? Il suffit simplement d'y croire. Maintenant, si dès le départ, vous pensez que au mieux des cas, vous aurez 8 ou 9, vous aurez 8 ou 9, ça c'est clair. Hein? Mais si vous mettez dans l'état d'esprit que je suis capable d'avoir 12 ou 13, vous aurez 12, 13 ou même 14. Hein? Parce qu'en psychopédagogie, on appelle ça la psychologie de la réussite. Parce que vous, malheureusement, vous développez l'attitude inverse. Ça veut dire, vous vous dites que je réussisse au bac, ça c'est le miracle. Mais que j'échoue, c'est normal. Alors que ça devrait être le contraire. Le bac n'est pas un concours. Dans un concours, on prend les meilleurs. J'ai 15, il a 15, 50, je suis éliminé, c'est lui qui est pris. Ça, c'est un concours. Mais le baccalauréat n'est pas un concours, c'est un contrôle de connaissances. Il faudrait vraiment avoir une note inférieure à 7 pour être ajourné totalement. Mais qui est celui qui va se dire, je suis incapable, toute matière réunie, d'avoir 8 pour aller au pire des cas au deuxième tour? Donc vous voyez que ce qui est normal, c'est que vous réussissiez. J'espère que personne d'entre vous n'est persuadé que lui, il fera moins de 8. Hein? Donc vous créez en vous déjà les conditions de la réussite. Et donc vous vous dites, quoi qu'il advienne, je vais réussir parce que c'est un contrôle de connaissances. Vous avez fait un premier semestre, un deuxième semestre, le bac c'est le troisième semestre. Un point, un trait, c'est la troisième évaluation. Donc les sujets que vous rencontrez seront peut-être même plus faciles, mais que les sujets auxquels vous serez soumis, Inch'Allah, le jeudi 14. Et donc mon travail est de vous le faciliter, mais je dis à la suite de l'excellent travail qui a été déjà abattu avec vous en classe par mes collègues. Donc ce qu'on va faire, on n'est pas nombreux et les conditions sont réunies.
Donc on va y aller lentement, calmement, mais sûrement, en prenant chaque domaine. Le premier domaine, la réflexion philosophique, disant ce qu'il faut en retenir. Le domaine numéro 2, la vie sociale, disant ce qu'il faut en retenir. Le domaine numéro 3 qui prend en charge la question de l'esthétique, on va dire les axes fondamentaux. Et enfin, le dernier domaine qui porte sur l'épistémologie, mais que nous allons intégrer au moment où nous parlerons des relations entre la philosophie et la science. Donc ensemble, on va y aller lentement, sûrement. Dans le domaine numéro 1, il s'intitule « La réflexion philosophique ». Tout ce que vous avez dit dans ce domaine-là, vous le savez très bien, répond à une seule question. Parce que même quand vous vous êtes livré à un travail de comparaison entre la philosophie et le mythe, entre la philosophie et la religion, entre la philosophie et la science, et même pour les élèves de L, entre la philosophie et la magie, dans tout ce travail de comparaison, l'objectif, c'était de dire qu'est-ce que la philosophie. Et en même temps, de montrer ce qui fait la spécificité, ça veut dire la particularité de la philosophie. Et donc, en cherchant à répondre à cette question inaugurale, la question « Qu'est-ce que la philosophie ?», vous êtes tous arrivés à une réponse qui consistait à montrer que dans sa nature propre, la philosophie ne pouvait se laisser assigner une définition qui aurait une validité universelle et qui ferait l'unanimité. N'est-ce pas? Donc quand vous êtes arrivé à cette conclusion, je dis et répète, que la philosophie n'admet pas, ne reconnaît pas, ne peut pas accepter de définition unanime et universelle, vous avez exactement dit pourquoi on ne pouvait donner à la philosophie une définition unanime, c'est-à-dire sur laquelle tout le monde est d'accord, universelle, qui serait valable partout. Parmi les nombreuses raisons faisant qu'on ne peut dire qu'est-ce que la philosophie, vous en retiendrez essentiellement 3. La première, elle est liée au fait que, contrairement aux sciences particulières, toutes les autres disciplines, on les appelle des sciences particulières. Pourquoi? Parce que chacune d'elles prend un morceau, un aspect de la réalité et en fait son objet d'étude propre. La biologie s'intéresse à la vie. L'histoire s'intéresse au passé des hommes. La géophysique s'intéresse à la structure de l'écorce terrestre. Bref, chacune des autres disciplines se laisse facilement définir. Pourquoi? Parce qu'elle n'a qu'un seul et unique objet d'étude qui lui appartient en propre. Et vous êtes très intelligent pour comprendre qu'en disant cela, que toutes les autres disciplines, il n'y a aucune difficulté à les définir. Pourquoi? Parce que chacune de ces disciplines se spécialise dans l'étude d'un seul et unique objet d'étude. Vous avez assez bien compris pourquoi la philosophie, elle, la première raison pour laquelle elle est indéfinissable. Parce que contrairement à ces disciplines, vous ne pouvez pas donner à la philosophie un seul et unique objet d'étude qui lui appartiendrait en propre. Parce que lorsqu'on vous pose la question, qu'est-ce que la philosophie? C'est Socrate qui l'enseigne et c'est évident. La question qu'est-ce que n'est pas la question qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui m'amène à décrire, proposer une description. Alors que qu'est-ce que en appelle toujours à la production d'une définition. Si on vous dit qu'est-ce qui est beau, on vous demande de regarder autour de vous tel objet et de dire qu'il est beau. Mais si on vous dit qu'est-ce que le beau il n'est nulle part autour de vous. On vous demande en ce moment de produire une définition. Donc à partir du moment où répondre à la question qu'est-ce que la philosophie, c'est proposer une définition, vous devez vous dire mais qu'est-ce que définir? Et en vous posant la question qu'est-ce que définir, vous vous rendrez compte que le mot français définir, comme la plupart des mots originels formés du latin ou du grec, ce mot en l'occurrence définir, il est formé du latin défines, D-E, plus loin, fines, F-I-N-E-S. Défines qui donne définir en français. On le traduit en latin par borner, clôturer, délimiter, tracer des frontières. Lorsqu'en mathématiques, par exemple, on vous demande de donner le domaine de définition de, on vous demande de dire où s'arrête et dans quel domaine votre opération est valable. Ça peut être valable dans le domaine des entiers naturels n, mais transposé dans le domaine des relatifs z, ce n'est plus possible.
Donc derrière l'idée de définir, il y a l'idée de clôturer, délimiter, borner, tracer des frontières, bref, dire où commence et où s'arrête. La philosophie, pourquoi on ne peut pas la définir et dire où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle s'arrête? La première raison, je l'ai dit, c'est que si la philosophie est un discours, on va dire c'est un discours total. Si la philosophie est une pensée, on va dire c'est une pensée de la totalité. Mais dans les deux cas, discours total ou pensée de la totalité, c'est montrer simplement que la philosophie, elle est une tentative de compréhension de tous les aspects, de toutes les dimensions, de toutes les manifestations de la vie humaine. Et à partir du moment où, dans son discours, la philosophie s'étend à tous les domaines du réel, et à partir du moment où la philosophie, il n'y a pas un seul aspect de la vie humaine qui est en dehors de son champ de déploiement, donc la première raison pour laquelle la philosophie est indéfinissable, c'est qu'on ne peut pas lui assigner un objet d'étude propre. Celle qui est en face de moi, si je lui demandais quel est l'objet d'étude de la philosophie, elle pourrait me dire c'est une réflexion sur la vie, je dirais très bien. Sa voisine pourrait me dire c'est une réflexion sur la mort, je dirais très bien. Un autre me dirait c'est une réflexion sur la liberté, sur le destin, sur l'amour, sur la paix, sur la guerre, sur la littérature. Bref, la première raison faisant qu'on ne peut pas dire ce qu'est la philosophie, borner son champ, clôturer et tracer ses frontières, dire où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle s'arrête, parce qu'elle n'a pas un objet d'étude spécifique, mais elle en a plusieurs, elle en a même une infinité. Je parle, qu'est-ce que le langage? Nous venons travailler, qu'est-ce que le travail? Quelqu'un vient au monde, qu'est-ce que la vie? Quelqu'un en sort, mais qu'est-ce que la mort? Bref, l'infinité de ces objets de réflexion rend impossible toute définissabilité de la philosophie. À cette première raison, l'absence d'objet d'étude propre, s'ajoute une deuxième raison qui est indiquée par Emmanuel Kant, lui-même philosophe allemand que vous connaissez bien du XVIIIe siècle. On nous rapporte dans l'histoire de la philosophie l'anecdote célèbre qu'un beau matin, à l'université de Königsberg en Allemagne où il enseignait, un étudiant leva la main pour dire à Kant, ça fait 2 mois que nous parlons de philosophie, mais il y a une question quand même, professeur, à laquelle nous n'avons pas donné de réponse, la question, qu'est-ce que la philosophie? Et ceux qui le rapportent, les historiens de la philosophie, nous racontent que quand l'étudiant lui a dit, il y a une question à laquelle n'ont pas répondu, qu'est-ce que la philosophie? Il a bondi entre guillemets de son siège pour lui dire, comment tu peux me demander qu'est-ce que la philosophie? En soulignant l'article, qu'est-ce que la philosophie? Je ne peux pas te dire qu'est-ce que la philosophie parce que la philosophie n'existe pas. Mais vous l'avez compris en soulignant l'article et en disant à l'étudiant, ne me demande pas qu'est-ce que la philosophie parce que la philosophie n'existe pas. De manière terre à terre, il était en train de lui dire, je ne peux pas définir la philosophie parce que dans la réalité, la philosophie ne se conjugue pas au singulier, mais elle se conjugue au pluriel. Autrement dit, elle est marquée par l'existence de plusieurs systèmes. Autrement dit, la philosophie, il n'y en a pas une, mais il y a des philosophies. Et conséquemment, s'il n'y a pas une philosophie, mais des philosophies, nous n'aurons pas une définition, mais plusieurs tentatives de définition de la philosophie. Ça, c'est la deuxième raison. En plus donc de l'absence d'objets d'études spécifiques, en plus de la pluralité et de la diversité des systèmes philosophiques, le troisième argument faisant que la philosophie ne soit pas définissable, toujours on reste chez Emmanuel Kant. C'est lui qui dit à quoi ressemble l'histoire de la philosophie, toujours en parlant à cet étudiant. Il lui dit, elle est semblable à une sorte d'arène, champ de lutte, dans laquelle des gladiateurs se livrent à des combats meurtriers sans merci, mais il dit au terme de ces combats, il n'y a jamais ni vainqueur ni vaincu. Et vous l'avez bien compris, lorsque de manière imagée, Emmanuel Kant assimile le champ de la philosophie à une sorte de champ de bataille dans laquelle s'affrontent des théories opposées, mais où il n'y a jamais ni vainqueur ni vaincu. C'était une manière de dire que le troisième et dernier argument faisant qu'on ne puisse dire ce qu'est la philosophie, il est lié au fait qu'il y a une non-convergence des points de vue, ce qui signifie que la philosophie de Kant est un terrain non pas de consensus, d'accord, d'unanimité comme en science, non, mais qu'au contraire, elle est marquée par la dispute, querelle, controverse, faisant qu'en philosophie et en philosophie seulement, les systèmes se construisent, mais en se détruisant. Et lorsque Emmanuel Kant dit
que la métaphore pour rendre compte des rapports entre les philosophies. C'est comme les araignées. Quand tu dis de la même manière que quand une araignée tisse sa toile, elle ne se rapproche de l'autre que pour véritablement la broyer et la dévorer. Ça veut dire quoi? En philosophie, chaque système, il vient se construire, mais en remettant en question, mais en tous les systèmes qui l'ont précédé. Et cela a pour conséquence, dit Kant, le fait que les définitions proposées par les philosophes sont des définitions contradictoires, et on est dans l'impossibilité de dire voilà ce qui serait la bonne, voilà ce qui serait la mauvaise définition. À titre d'exemple, allez, dans l'histoire de la philosophie, je vais prendre les exemples immanquables que vos professeurs emploient forcément. Qu'est-ce que philosopher si nous sommes chez Platon? Si je tendais le micro à n'importe lequel d'entre vous, il me dirait que chez Platon, philosopher c'est quoi? Hein? À 3 semaines de l'examen, si je tendais le micro à n'importe lequel d'entre vous, chez Platon, qu'est-ce que philosopher? Même mes amis qui ont oublié leur cours de terminale depuis un siècle s'en souviennent. Apprendre à mourir. Mais bien sûr, chez Platon, l'activité philosophique n'est rien d'autre qu'un apprentissage de la mort. Mourir à quoi? Il faut le préciser, mourir au corps. Parce que pour Platon, nous sommes âme et corps. C'est par le corps que nous pensons, ou c'est par l'âme que nous pensons, où est logée l'âme? Elle est logée dans un corps. Et donc, le corps, il me tourne du côté des désirs. Le corps, il a faim, il a soif, il veut, il veut, il veut. Et Platon dit, tant que je passe mon temps à satisfaire les désirs du corps, je ne suis pas encore apte à m'élever à la hauteur de la réflexion philosophique. Donc, chez Platon, à quelles conditions je puis philosopher? À quelles conditions je peux penser métaphysiquement? Réponse de Platon, si et seulement si je tue le corps. Tuer le corps signifie mépriser, tourner le dos au plaisir du corps et de la vie pour vivre dans la pensée, dans la méditation et dans la réflexion par le biais de l'âme. Et c'est pourquoi vous vous rappelez, vous avez l'apologie de Socrate au programme. J'espère que vous êtes en train de lire, mes amis. Et dans, ah bon, vous ne lisez pas, c'est grave. Et dans l'apologie, lorsque Socrate, vous vous rappelez, quand il avalait les dernières gouttes de ce poison mortel qui s'appelle la ciguë, il illustrait ce que dit Platon. Pourquoi? Parce qu'à l'instant, à quelques secondes de mourir, mais il avait le sourire aux lèvres. Et les gens se demandaient, mais comment un homme qui sait que dès qu'il aura fini d'avaler les dernières gouttes de ce poison appelé la ciguë, il va s'éteindre, où est-ce qu'il peut trouver la force d'avoir le sourire aux lèvres? Reconnaissez que ni vous ni moi, lorsque Dame la mort va taper à la porte, n'aurons le courage et la force, mais d'avoir le sourire illuminant notre visage. Et pourtant, Socrate avait bizarrement le sourire aux lèvres. Sa femme, qui s'appelle Xanthippe, la femme de Socrate, Xanthippe, 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 la femme de Socrate. Elle était là à verser des torrents de larmes. Tous ses amis, Criton, Phédon, Gorgias, bref, tous ses amis étaient là à dire, Socrate de grâce, ne bois pas ce poison, parce qu'ils avaient la possibilité de payer la caution, mais pour qu'ils soient libres et non pas condamnés à mort. Mais Socrate leur souriait et il était là tranquille, impassible devant la mort. Et quand ces gens-là lui disaient, mais Socrate, où est-ce que tu peux aller trouver la force de sourire? Tu ignores, Socrate, que tu vas t'éteindre, tes jambes vont s'engourdir, tes mains, et tu vas devenir inerte dans quelques secondes. Il rigole en leur disant, moi je peux sourire parce que je ne suis pas comme vous. Parce que vous, malgré tous vos actes de dévotion, madame, vos wird, vos nafila et tout ça, il dit au fond, si vous êtes sincère, vous avez peur de la mort. Et si vous êtes sincère, pourquoi vous avez peur de la mort? Parce que pour vous, la mort est une nuit noire. La mort, c'est la cessation entière de la vie. La mort, c'est la fin de toute chose. C'est pourquoi vous avez peur de la mort. Alors que moi, Socrate, contrairement à vous, il y a longtemps que j'ai compris que la mort, elle n'est pas la fin de toute chose, elle n'est que la séparation de l'âme et du corps. Socrate leur dit, j'attends la mort avec sourire, parce que dès l'instant où je serai mort, ce que vous allez mettre dans ce tombeau, c'est mon corps, mais à peine vous l'aurez enseveli et enfoui, mais que mon âme va s'en échapper pour retourner d'où elle vient. Socrate de leur dire, je ne peux pas avoir peur de la mort, parce que toute ma vie n'a été qu'une préparation longue, lente, mais sûre de cet instant par lequel définitivement l'âme se libère de la prison du corps. Et Socrate de leur dire, je préfère mourir 1000 fois plutôt que de vivre une seule fois sans philosopher. Et Socrate d'ajouter surtout, mais allez lire mes enfants l'apologie, il leur dit quelque chose de magnifique. Vous n'êtes pas intelligent. Si vous étiez intelligent, vous n'aurez pas cherché à me condamner à mort, parce que moi, Socrate, je suis devenu immortel. Il y a longtemps que j'ai remporté ma victoire sur la mort. Et que si vous étiez intelligent, vous aurez compris qu'il ne sert à rien de me tuer, parce que qu'est-ce que j'ai fait de toute ma vie? Semer les graines de la
la philosophie dans la conscience de centaines de milliers d'Athéniens. Vous êtes bêtes pour ignorer que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 5 siècles, 10 siècles, jusqu'à la fin des temps, ces graines-là vont germer dans la tête de ces consciences de jeunes gens, ici à Athènes, en Europe, un peu partout dans le monde, faisant que vous tuez un Socrate. 1000 Socrates vont germer dans le monde. Et devez comprendre, vous, si vous étiez intelligent, que ma mort à moi, Socrate, c'est une défaite de la mort et une victoire de la vie. Pourquoi ma mort à moi, Socrate, est une défaite de la mort et une victoire de la vie? Parce que je suis devenu immortel. Éternellement, on parlera de moi. Je survivrai dans la conscience et dans la mémoire des gens. Voilà pourquoi le philosophe, il ne meurt pas. Il a remporté définitivement son combat contre la mort. Mais cela signifie que lorsque Platon donne à la philosophie cette définition comme apprentissage de la mort, et je l'ai explicité avec l'exemple de Socrate, est-ce que cette définition sera acceptée de façon universelle? Il est clair que non. Elle va être contestée, critiquée et rejetée dans l'histoire ultérieure de la philosophie. Qui est-ce que je vais prendre? Celui que je taquine en l'appelant, entre guillemets, une sorte de saï-saï de la pensée, et qui n'est autre que le célèbre meurtrier de Dieu, Ibadou dira subhanallah, et qui n'est autre que Friedrich Nietzsche. C'est l'un des premiers à dire que cette conception ou cette définition platonicienne fait que Platon, il dit il faut le chasser du terrain de la philosophie. Nietzsche dit Platon, c'est un marabout ou un prêtre égaré, c'est du christianisme, la tête placée à l'envers. Il dit Platon est le plus grand menteur de l'histoire des idées. Quelle est cette drôle d'idée de dire le philosophe, il tourne le dos au corps, il méprise les plaisirs de la chair et de la vie? Nietzsche dit, j'ouvre les guillemets, au contraire, philosopher, c'est adorer inconditionnellement la vie. Fin de citation. Et vous voyez vous-même le rapport entre ces deux définitions. La première, celle de Platon. Nietzsche, il dit, philosopher, c'est adorer inconditionnellement la vie. Au contraire, il faut célébrer le corps. Il faut, entre guillemets, mordre dans la vie à pleines dents. Quelle est la bonne définition? Quelle est la mauvaise définition? Kant vous a dit, champ de bataille, théorie opposée, mais il n'y a jamais ni vainqueur, ni vaincu. Et donc, au terme de cette première étape, je vais écrire dans vos têtes, mademoiselle, cesse d'écrire, et par la grâce de Dieu, on va écrire dans votre tête, et comme ça, le 14, il te suffira de faire comme ça, et ça viendra. Mais il faudrait beaucoup d'attention. Donc, première étape, qu'est-ce que la philosophie? Pas de définition unanime et universelle. Deuxième étape, qu'est-ce que n'est pas la philosophie? Vous avez répondu à cette question. Qu'est-ce que n'est pas la philosophie? Depuis octobre, novembre ou au plus tard décembre, lorsque, comme dans un jeu d'enfant, vous avez cherché à déconstruire le mot philosophie du point de vue de son étymologie. Vous avez fait tout ce travail pour vous rendre compte que le mot philosophie, il y a un préfixe et un suffixe. Le préfixe philo et le suffixe sophie. Vous en souvenez? Et vous avez dit que philo est formé du grec. Philo est formé du grec. Philein, que l'on traduit par aimer, désirer. Sophie, qui vient du grec. Sophia, que l'on traduit par deux termes, le savoir et la sagesse. Et donc vous avez montré mot à mot qu'en tout cas du point de vue de son étymologie, la philosophie désigne l'amour du savoir et l'amour de la sagesse. Mais en disant que la philosophie est amour du savoir, amour de la sagesse, en même temps, vous avez dit ce qu'elle n'est pas. Parce que vous avez montré avec tous mes collègues, en reprenant Platon, que là où il y a amour, il y a manque. Là où il y a amour, il y a vide. Là où il y a amour, il y a absence. Pour une raison élémentaire, c'est qu'en règle générale, on ne peut pas désirer ce que l'on a, mais on ne peut désirer que ce que l'on n'a pas. Et donc dire de la philosophie qu'elle est amour du savoir, amour de la sagesse, c'est reconnaître que le philosophe, il ne possède ni le savoir, ni la sagesse, parce que s'il possédait le savoir et la sagesse, il ne serait désiré ni de savoir, ni d'être sage. Donc qu'est-ce que n'est pas la philosophie? Étymologiquement s'entend, elle n'est pas la possession du savoir, elle n'est pas la possession de la sagesse. Vous vous rappelez Socrate, considéré comme le père fondateur de la philosophie? Lui-même, il vous a enseigné que philosopher, c'est dès le départ commencer par reconnaître quoi? Sa pauvreté en matière de connaissance.
Et lorsque Socrate vous a dit que philosopher dès le départ, c'est faire vœu d'ignorance et de pauvreté en matière de connaissance, c'était une manière de montrer que le philosophe n'est pas celui qui sait, il n'est pas celui qui possède le savoir, mais il est simplement celui qui est désireux de savoir et désireux d'être sage. Rappelez-vous, dans tous les 35 dialogues de Platon, dans lesquels son maître Socrate est le personnage principal, la question qui est posée au début, qu'est-ce que le beau, qu'est-ce que la vertu, qu'est-ce que la justice, qu'est-ce que la sagesse, qu'est-ce que la tempérance, bref, à chaque dialogue une question, mais même résultat à la fin, la question elle n'est jamais répondue. Socrate, il finissait toujours le dialogue de la même façon en disant: mon travail est terminé à partir du moment où je vous ai amené vous-même à vous rendre compte du fait que vous croyez savoir là où en réalité vous ne savez absolument rien. Vous vous rappelez donc que Socrate, quand bien même il est présenté comme le père de la philosophie, tous mes collègues vous ont dit quoi? Mais que Socrate n'a jamais rien écrit, ça vous le savez. Que vous faites le tour de toutes les bibliothèques du monde, que vous ne verrez jamais un ouvrage portant, ayant pour auteur Socrate. Ce que nous savons de Socrate, c'est ce qui nous a été rapporté par ses nombreux disciples, mais le plus célèbre des disciples de Socrate, c'est bien sûr Platon. Et c'est Platon qui nous dit, pour illustrer cette idée, que le philosophe n'est pas celui qui détient, qui accumule un ensemble de connaissances, mais il dit, lorsque Socrate marchait dans les rues, c'est Platon qui le dit, et il marchait, dit-il, pieds nus, dans les rues d'Athènes, capitale de la Grèce antique, les gens le regardaient de façon bizarre. Une façon de dire, pour parler un mauvais français de Paul, mais les gens le regardaient avec de gros yeux. Une façon de dire, machallah, voilà le vieillard dont on a entendu parler, qui a une tête pleine à craquer, etc. Et Socrate, quand il voyait les gens le regarder, il lisait dans le regard et il comprenait qu'ils étaient en train de dire qu'ils ont en face d'eux, mais une tête remplie de connaissances. Socrate s'approchait et disait aux jeunes gens, venez. Pourquoi vous souriez? Vous pensez que juste cet homme-là, qui a une tête pleine à craquer, ne vous trompez pas. La différence, c'est ce que vous chantez par cœur. Socrate leur dit, la différence, ce n'est pas que moi, Socrate, ma tête soit pleine et que vous, votre tête soit vide. Au contraire, la différence, c'est quoi? C'est que vous, non seulement vous ne savez pas, non seulement vous ne savez pas, mais vous ne savez pas que vous ne savez pas. Et non seulement vous ne savez pas que vous ne savez pas, mais vous croyez savoir. Et celui qui croit savoir s'interdit définitivement de savoir. Alors que contrairement à vous, moi Socrate, non seulement je ne sais pas, mais au moins je sais que je ne sais pas. Et celui qui sait qu'il ne sait pas, il s'est rendu disponible pour aller à la quête du savoir et aller à la quête de la sagesse. Tout ça pour prouver quoi? Que dans son essence la plus intime, la philosophie devrait renoncer à toute prétention encyclopédique. Ça veut dire quoi? Que contrairement à ce que dit Aristote, le philosophe, il n'est pas celui qui totalise la connaissance, mais le philosophe, comme Pythagore. Vous vous rappelez Pythagore? C'est lui qui a employé le mot philosophie pour la première fois. Et vous vous rappelez que quand on disait Pythagore le sage, il répondait, ne m'appelez pas le sage, appelez-moi l'ami de la sagesse. Une manière de montrer encore une fois que savoir et sagesse constituent quoi? Un idéal. Un idéal, c'est quoi, mes amis? Un objectif derrière lequel je cours, mais que je n'atteins jamais. Ça veut dire quoi? Le philosophe, il ne s'installera jamais de façon définitive, ni dans le savoir, ni dans la sagesse. Mais de manière perpétuellement recommencée, il tendra vers ce savoir, tendra véritablement vers cette sagesse. Et cette idée que la philosophie n'est pas une accumulation de connaissances, vous vous rappelez déjà Emmanuel Kant. J'ouvre les guillemets, il n'existe pas de philosophie que l'on puisse apprendre, on ne peut apprendre qu'à philosopher. Vous simplifiez en disant on n'apprend pas la philosophie, on apprend la philosophie. Mais Emmanuel Kant dit exactement, il n'existe pas de philosophie que l'on puisse apprendre, on ne peut apprendre qu'à philosopher. Emmanuel Kant, un ancien, un moderne, Vladimir Grégoriev, pas Jankélévitch, mais Grégoriev. Pour montrer que la philosophie n'est pas l'accumulation de connaissances que dit Vladimir Grégoriev, le philosophe, il n'enseigne pas, car il ne sait pas. Et après avoir dit, le philosophe n'enseigne pas, car il ne sait pas, il ajoute, le philosophe ne possède pas la vérité, car la vérité n'est pas un savoir transmissible. Fin de citation. Et lorsque Vladimir Grégoriev, deux F à la fin, il n'y a pas de E, dit, j'ouvre les guillemets, le philosophe n'enseigne pas car il ne sait pas. Il ne possède pas la vérité.
Celle-ci n'étant pas un savoir transmissible, c'était une manière de montrer que la philosophie n'est pas l'accumulation d'un ensemble de connaissances. Deuxième étape. Ce qui nous ouvre les portes de notre troisième étape. Je rappelle, j'ai trop de peul en face de moi, ils comprennent difficilement. Première étape, qu'est-ce que la philosophie? Pas de définition unanime et universelle. Deuxième étape, qu'est-ce que n'est pas la philosophie? Avec son étymologie, elle n'est pas savoir, elle n'est pas sagesse. Troisième étape, si elle n'est ni savoir ni sagesse, qu'est-ce qu'elle peut être? Réponse. Activité de réflexion et de remise en question. Donc, troisième étape, mes amis, la philosophie comme activité de réflexion ou de réflexion et de remise en question. En quel sens la philosophie est-elle activité de réflexion? N'oubliez pas notre point de départ. Elle est activité de réflexion parce qu'elle n'est pas savoir, mais elle est réflexion sur ce que nous savons. Donc, chers littéraires, brillants j'imagine, et brillantes, qu'est-ce que la réflexion? Quand je dis réflexion, vous avez compris que j'éclate volontairement, même si c'est collé, l'orthographe, en disant RE-flexion. Et vous avez déjà compris que la réflexion, ainsi que l'indique ma main, désigne quoi? Réflexion. Réflexion. Elle va désigner quoi la réflexion? Un mouvement de... Ouais, de retour de quoi? Hein? De quoi? De l'esprit. L'esprit revient où? Ben sur lui-même, d'accord. Hein? Et quand l'esprit revient sur lui-même, c'est pour faire quoi? C'est pour réfléchir de façon critique sur toutes les idées, toutes les opinions, toutes les connaissances, toutes les croyances qui sont déjà en moi. On est d'accord? Donc, en disant de la philosophie qu'elle est activité de réflexion, ça veut dire que le philosophe, il commence par faire de notre passé intellectuel, j'appelle passé intellectuel, les idées, les opinions, les préjugés, les croyances, les convictions, bref, tout ce qui est déjà en moi avant que je ne commence à philosopher. Qu'est-ce que le philosophe en fait? Il les réexamine de façon critique par le biais simplement de la raison. Donc, en disant de la philosophie qu'elle est une activité de réflexion, c'est une manière de montrer que le philosophe, il commence par procéder à l'évaluation. Il commence par procéder au bilan critique. Évaluation, bilan critique, examen de quoi? Mais de l'ensemble de mes connaissances antérieures. On a envie de demander au philosophe, pourquoi éprouve-t-il le besoin de soumettre à l'analyse critique de la raison toutes les idées et opinions qui sont déjà en nous? Il vous répondra en disant, mais parce que ces idées et opinions, le plus souvent, elles se sont installées en moi, mais comment? Réponse de Bertrand Russell, ces idées et opinions, le plus souvent, elles se sont installées en moi, j'ouvre les guillemets, dit Bertrand Russell, sans le consentement ni la coopération de la raison. Fin de citation. Et lorsque Bertrand Russell dit que toutes ces idées et opinions, avant que je ne philosophe, elles se sont installées et établies en moi, j'ouvre les guillemets, sans le consentement, ça veut dire l'accord, ni la coopération de la raison, comprenez par là que c'est des idées que j'ai acceptées, auxquelles j'ai dit oui, alors que je n'avais pas encore atteint la maturité intellectuelle nécessaire pour me demander est-ce que oui ou non elles sont vraies, elles sont fausses, est-ce que oui ou non elles reposent sur des fondements solides. Et donc, c'est pourquoi le philosophe, il dit, il est nécessaire de réfléchir de façon critique parce que ces idées-là, le plus souvent, elles sont des idées mal faites. Pourquoi mal faites? Parce qu'elles ne sont pas le fruit de l'investigation de ma propre raison. Et à partir du moment où ces idées-là, c'est des idées mal faites, parce que c'est des idées toutes faites, le philosophe, il dit les idées toutes faites, elles sont mal faites, et comme elles sont mal faites, je les détruis, et les ayant détruites, je les reconstruis de façon rationnelle. Dans ce que j'ai dit, vous avez compris
que l'activité philosophique en tant que réflexion et remise en question reposera sur un double mouvement. Le premier mouvement par lequel on critique, rejette, détruit, et le deuxième mouvement par lequel on argumente et on reconstruit, mais de façon rationnelle. Et ce double mouvement, critique, rejet, destruction, de l'autre côté, argumentation et reconstruction, voilà ce qui traduit l'essence même de la philosophie et qui exprime quoi? Sa rationalité profonde. Ce double mouvement-là, on pourra l'illustrer dans toute l'histoire de la philosophie. Un ancien et un moderne, comme je fais souvent. L'ancien, on va dire Descartes, pour illustrer, retenez ce que j'ai dit. Double mouvement, destruction, reconstruction, critique, argumentation. Lorsque Descartes commence à philosopher, il dit, c'est dans le discours de la méthode, je pris un jour l'entière résolution. Ça signifie quoi l'entière résolution? La ferme décision. De faire quoi? Hein? Très bien, de rejeter comme fausses. Qu'est-ce qu'il rejette? Toutes les opinions qu'il avait jusqu'alors acceptées. Mais après avoir rejeté toutes les opinions qu'il avait jusqu'alors acceptées, qu'est-ce que Descartes il ajoute? Afin, ça veut dire dans le but. Afin de faire quoi? D'en remettre d'autres meilleurs ou bien les mêmes lorsque je les aurai ajustés au niveau de ma raison. Vous voyez vous-même qu'il y a deux moments. Le premier moment par lequel Descartes dit « Je pris l'entière résolution de rejeter comme fausse ». Et le deuxième moment, après avoir rejeté et détruit, il dit « Mais c'est dans le but d'en remettre d'autres meilleurs ou bien les mêmes lorsque je les aurai ajustés au niveau de ma raison. » Ça veut dire que parmi ces idées, il y en a qui sont bonnes, je les garde. Celles qui sont mauvaises, je les rejette et je les remplace par d'autres meilleures, mais toujours par le biais de ma raison et de ma seule raison. Non seulement Descartes, mais quelqu'un que j'aime bien citer, Roger Paul Droit. Le pôle s'écrit non pas P-A-U, mais P-O-L. Dans un magnifique livre qui s'appelle La Compagnie des philosophes. Notez le titre de l'ouvrage, Roger Paul Droit. Comme ça, à la maison, au lieu de perdre votre temps dans WhatsApp, je ne sais où, vous tapez Google, Roger Paul Droit, La Compagnie des philosophes, et vous aurez des extraits qui vous permettront d'illustrer vos dissertations, vos commentaires. C'est plus utile que Instagram, TikTok, WhatsApp, tout ce que vous voulez. Donc, Roger Paul Droit, La Compagnie des philosophes, c'est le titre du livre. Et le début de l'ouvrage, les premières phrases, croyez-moi, sont tellement belles et magnifiques que dès que je les ai lues sans effort, elles se sont imprimées dans ma tête. De la même manière que vous récitez des morceaux de rap très compliqués, très rimés, mais quand il s'agit de retenir un bout de citation, vous en êtes incapable. Que dit Roger Paul Droit pour illustrer non seulement la rationalité profonde de la philosophie, mais pour illustrer le double mouvement, destruction, reconstruction, critique, argumentation. Il dit, j'ouvre les guillemets. Qu'est-ce que sont les philosophes? Point d'interrogation. Il répond en disant, les philosophes ne sont ni des poètes, ni des mages, ni des chamans, mais simplement des aventuriers de la raison. Et après avoir dit, les philosophes ne sont ni des poètes, ni des mages. Des mages, c'est des sortes de devins. Moi, je dis ça n'est pas le premier tour, le deuxième tour. Voilà deux. Donc il dit les philosophes ne sont ni des poètes, ni des mages, ni des chamans, des sortes de charlatans. Que sont-ils? Il répond, regardez bien, ce sont des aventuriers de la raison. Il met deux points, écoutez les verbes qu'il emploie. Douter, soupçonner, réfuter, récuser. Et après avoir dit philosopher, c'est douter, soupçonner, réfuter, récuser, il ajoute, c'est argumenter, démontrer, clarifier, établir, voilà la tâche éternelle des philosophes. Fin de citation. Et après avoir dit, avant qu'on entre dans le détail, je cite une dernière fois, j'ouvre les guillemets. Les philosophes ne sont ni des poètes, ni des mages, ni des chamans, mais simplement des aventuriers de la raison. Deux points. Ils ne sont ni des poètes, ni des mages, ni des chamans, mais simplement des aventuriers de la raison. Les verbes, vous les classez vous-même en deux groupes. Le premier groupe de verbes, douter, soupçonner, réfuter, récuser. Tous ces verbes expriment quoi? Le rejet, la critique, la destruction. Mais après avoir dit c'est douter, soupçonner, réfuter, récuser, il ajoute
Le deuxième groupe de verbes, argumenter, démontrer, clarifier, établir. Ce dernier groupe de verbes exprime quoi? La reconstruction après avoir fait table rase. Une manière donc de montrer qu'en tant qu'activité de réflexion, la philosophie, elle commence par faire table rase de l'ensemble de nos connaissances et prendre la décision, comme j'ai dit, de les soumettre au seul tribunal qui vaille. Et le seul tribunal qui vaille pour le philosophe n'est autre mais que le tribunal de la raison. Et donc, quand tous vos professeurs vous ont dit que la philosophie, elle est rationnelle, vous l'avez compris. Dans rationnel, nous avons ratio qui signifie la raison. Et dire donc de la philosophie qu'elle est une activité rationnelle, mais ça veut dire qu'elle est fondée essentiellement sur la raison. Et que la raison, en philosophie en tout cas, est le seul critère de validité. Et que la raison, en philosophie à tout le moins, elle est la seule instance de légitimation. Ça veut dire quoi? Pour un philosophe, est seulement vrai ce que la raison a établi comme tel. Vous vous rappelez le philosophe camerounais Marcien Towa? Dans un texte qu'aiment bien les professeurs en classe de terminale, disant, j'ouvre les guillemets, le philosophe camerounais Marcien Towa, en philosophie, la pensée ne doit rien admettre comme vrai qui n'ait été saisi comme tel par la pensée. Et dire de la philosophie avec Marcien Towa, j'ouvre les guillemets, qu'en philosophie, la pensée ne doit rien admettre comme vrai qui n'ait été saisi comme tel par la pensée. C'est une manière de dire que seule la pensée décide du vrai, du faux, du bien, du mal, du juste, de l'injuste. Bref, c'est la pensée qui gouverne la philosophie et c'est cette rationalité-là qui s'exprime à travers ce double mouvement dont nous avons parlé. Maintenant, le fait que la philosophie soit gouvernée par la critique, le fait que la philosophie soit gouvernée par la remise en question de l'ensemble des vérités établies, écoutez-moi bien, quelle va en être la conséquence? Vous le savez très bien. Rappelez-vous, pour les anciens combattants, le sujet d'il y a quelques mois de l'année dernière. Quelle est la conséquence du fait pour le philosophe de critiquer, de contester, de remettre en question les vérités établies? La conséquence, on vient de le voir, avec la mort de Socrate, condamné à mort, rejeté, méprisé, haï, incompris. Et donc, on va dire le plus souvent, le philosophe, il est une sorte d'ennemi public numéro 1, mais qui est simplement l'objet d'une marginalisation. Pourquoi? Parce qu'il choisit de payer au prix de sa propre vie son courage intellectuel, consistant à dire non là où tout le monde dit oui, consistant à proposer autre chose que ce qui est établi dans la société. J'espère que vous vous exercez avec les sujets du bac passé. Vous vous rappelez le sujet de l'année dernière? Hein? Si la philosophie permet de voir les choses autrement qu'elles sont d'ordinaire, ne condamne-t-elle pas celui qui s'y adonne à la solitude? Celui qui s'y adonne, c'est le philosophe. Point d'interrogation. Et lorsque le premier sujet de dissertation de juillet 2021 disait, ou posait la question, si la philosophie permet de voir les choses autrement qu'elles sont d'ordinaire, est-ce que cela ne condamne pas le philosophe à la solitude? Nous avons répondu oui, le philosophe est un homme seul. Pourquoi? Parce que ce courage intellectuel dont nous avons parlé fait que dans la société, haï, incompris, rejeté, marginalisé, et j'ai dit même, comme dans le cas de Socrate, mais condamné à mort. Mais lorsque le sujet vous disait, la philosophie permet, le verbe permettre devrait vous montrer que le sujet parle des fonctions, des bénéfices, de l'utilité de la philosophie. Qu'est-ce qu'elle permet? Réponse du sujet, voir les choses autrement qu'elles sont d'ordinaire. Que signifie voir les choses autrement qu'elles sont d'ordinaire? Cela signifie quoi? Que ne pas poser sur le monde le même regard que tous les autres hommes. On est d'accord? Et là où donc le philosophe, il voit les choses autrement qu'elles sont d'ordinaire, ça veut dire que les autres voient les choses telles qu'elles sont. Et donc le sujet vous amène à faire la différence entre le regard que le philosophe pose sur le monde et le regard que l'homme du sens commun pose sur le monde. L'homme du sens commun, il ne voit pas les choses autrement d'être. Il voit les choses telles qu'elles sont. Pourquoi il voit les choses telles qu'elles sont?
Parce que les questions qui germent dans l'esprit du philosophe sont des questions que cet homme ne se pose pas. Pourquoi? Parce qu'il pense que le monde est aussi transparent que derrière un verre d'eau. Point n'est besoin de douter, de s'étonner, de se poser des questions. Parce que qu'est-ce que l'homme a à faire? L'homme de sens commun, il vous dira, à naître, à grandir, à passer son bac, des femmes, des enfants et à mourir de sa belle mort. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? Sont des questions qu'il ne s'est jamais posées. Et donc un tel homme, il prend les choses et le monde tel qu'ils sont. Bertrand Russell dira, j'ouvre les guillemets, pour un tel homme, l'homme du sens commun, le monde est fini, défini, évident. Et lorsque Bertrand Russell dit, pour un tel homme, l'homme du sens commun, qui regarde le monde tel qu'il est, qui prend les choses telles qu'elles sont, j'ouvre les guillemets, le monde paraît fini, défini, évident. Ça veut dire qu'un tel homme, il est tellement familier au monde que pour lui, le monde est connu, le monde est compris. Et en tant que tel, il ne doute de rien, ne s'étonne de rien et ne se pose presque aucune question parce que tout est évident. Maintenant, quand le sujet vous dit, le philosophe, au contraire, il voit les choses autrement. Mais ça veut dire quoi? Que pour lui, le monde n'est pas évident. Pourquoi pour lui le monde n'est pas évident? Parce qu'il y a des questions qu'il se pose, du genre de celles que j'ai posées. Moi, homme, qui suis-je? Pourquoi je suis là? Où est-ce que je vais? La vie a-t-elle un sens? Ou comme dit Albert Camus, la vie elle-même vaut-elle la peine d'être vécue? Et quand le philosophe se pose ces questions-là, il se rend compte que le monde n'est pas aussi évident qu'il le paraît. Et c'est pourquoi je vais donner la parole à un autre philosophe, en vous indiquant le titre de l'ouvrage pour que vous alliez chercher. Il s'appelle Jostein. Le tin, c'est T-E-I-N. Jostein Gardeux. G-A-R-D-E-R. Jostein Gardeux. J-O-S-T-E-I-N. Gardeux, c'est G-2-A-R-D-E-R. Jostein Gardeux. Il montre pourquoi le philosophe voit les choses autrement qu'elles sont. Parce que dans un ouvrage qui s'appelle Le Monde de Sophie, écrivez Le Monde de Sophie. Vous cliquez sur Google, Jostein Gardeux, Le Monde de Sophie. Vous aurez de la matière pour enrichir vos connaissances et pour illustrer vos dissertations et commentaires. Vous mettez Le Monde de Sophie extrait. Vous avez fait extrait, les passages importants de l'ouvrage. Donc dans cet ouvrage, Le Monde de Sophie. Sophie, c'est sa fille. Et Jostein Gardeux essaie d'initier un peu sa fille de manière très terre à terre, elle a 14 ans ou 15 ans, à la philosophie. Et il y a un passage où la fille demande à son père, mais puisque les philosophes ne voient pas le monde comme tout le monde, qu'est-ce qu'un philosophe? Et son père répond en lui disant, j'ouvre les guillemets, Sophie, un philosophe, c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment pu s'habituer au monde. Fin de citation. Vous avez bien compris quand il dit un philosophe, c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment pu s'habituer au monde. Vous êtes un brillant littéraire, vous comprenez? Quelqu'un qui n'a jamais pu s'habituer au monde, c'est quelqu'un qui est toujours étranger au monde. Ça veut dire quelqu'un pour qui le monde n'est ni connu ni compris. Et en tant que, pour le philosophe, le monde n'est ni connu ni compris, comment se présente le monde? Il répond à Sophie en lui disant, j'ouvre d'autres guillemets, pour le philosophe, le monde est mystérieux, le monde est énigmatique, le monde est étrange. Fin de citation. Et après avoir dit, je répète, qu'est-ce qu'un philosophe? J'ouvre les guillemets. C'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment pu s'habituer au monde. Deuxième réponse, question de Sophie. Alors comment le monde se présente pour les philosophes? Deuxième réponse, pour le philosophe, le monde est mystérieux, le monde est énigmatique. Dans énigmatique, il y a énigme, secret. Donc le monde est mystérieux, le monde est énigmatique, le monde est étrange. Et dire que pour le philosophe, le monde est mystérieux, énigmatique, étrange, la conséquence c'est quoi? C'est qu'en s'appuyant sur les lumières de sa raison, la philosophie, elle va reposer sur ces trois piliers que sont le doute, l'étonnement et le questionnement. Et vous êtes d'accord que le doute, l'étonnement et le questionnement, celui qui doute, s'étonne et questionne, c'est celui qui ne sait pas et qui cherche à savoir. Et donc vous voyez vous-même la différence.
Pourquoi le philosophe voit les choses autrement? Parce que pour lui, le monde est mystérieux, énigmatique, étrange. Pourquoi l'homme du sens commun voit les choses telles qu'elles sont? Parce que pour lui, tout est évident. Une manière donc de montrer que quand le sujet ajoute, condamne le philosophe à la solitude, je l'ai dit, ça signifie que dans la société, le philosophe est une sorte d'ennemi public numéro un. Pourquoi? Je vous l'ai dit, parce qu'il dit non là où tout le monde dit oui. Rappelez-vous Alain. Le philosophe, il dit non, mais c'est un non de réflexion, de contestation et de remise en question. Vous vous rappelez Alain? Émile Chartier de son vrai nom, Alain, vous l'avez forcément cité avec mes collègues, qui nous dit il n'y a pas d'activité intellectuelle dans le fait de dire oui. Le oui est synonyme d'un esprit qui dort. Le oui est synonyme de soumission, d'esclavage. Alors que le non, il manifeste quoi? La liberté de critiquer, de contester et de remettre en question. La preuve, Alain dit, j'ouvre les guillemets, lorsque la tête humaine, regardez-moi bien, reprend son antique mouvement d'arrière en avant pour dire oui, aussitôt les rois reviennent. Fin de citation. Et lorsque Alain dit, lorsque la tête humaine reprend son antique mouvement d'arrière en avant pour dire oui, aussitôt les rois reviennent, l'expression en disant oui, les rois reviennent, signifie que le oui est synonyme de quoi? Il dit bientôt les rois reviennent. Donc le oui est synonyme de quoi, cher littéraire? Il est synonyme de soumission et même d'esclavage. Parce que il dit aussitôt les rois reviennent. Donc le oui est synonyme d'esclavage. Il dit, regardez deux individus, l'un est en train de dire oui, l'autre est en train de dire non. Il dit, regardez bien celui qui dit oui, mais vous avez l'impression qu'il dort. Celui qui dit oui, il dit vous avez le sentiment qu'il dort. Qu'est-ce qu'il fait? Faites le mouvement. Celui qui dit oui, il dit, il fait un mouvement d'arrière en avant pour dire oui. Ça veut dire que il est en train de ronfler. Et pourtant il n'a rien entendu. Et donc il dit que le oui est le signe de quelqu'un qui dort. Mais regardez celui qui dit non. Faites le mouvement. Est-ce que celui qui dit non, il vous donne l'impression de dormir? Qu'est-ce qu'il fait celui qui dit non? Oui, il secoue énergiquement la tête. Ça veut dire que c'est dans le non que se manifeste la pensée, la réflexion, la contestation et la remise en question. Quatrième étape. Ma bamtou. Pour mes esclaves Paul toujours et Diola éventuellement. Qui ne sont pas faits pour la philosophie. Hein. La philosophie c'est l'affaire des scènes. La philosophie Diouf le sent pas plus de moi. Parce qu'il faut être intelligent. Et les peuples ne sont intelligents qu'avec leur bœufs. Ils ont l'intelligence de leur troupeau de bœufs là. Hein, on peut entrer. Mais je le sais très bien. C'est pourquoi je taquine les peuples. Leur intelligence égale celle des bœufs et des moutons. La vie d'un bœuf est plus chère que la vie d'un homme chez les peuples, vous le savez très bien. Hein? Et donc de ce point de vue-là, nous avons franchi 3 étapes. On va vers la 4e et dernière avant d'entrer dans le domaine numéro 2, la vie sociale. Quelles sont les premières étapes? La première étape, qu'est-ce que? La philosophie-réponse, par de définition unanime et universelle. Quelle est la deuxième étape? Qu'est-ce que n'est pas la philosophie? Réponse, elle n'est pas possession du savoir, elle n'est pas possession de la sagesse. 3e étape, si elle n'est pas savoir, elle est quoi? Réflexion critique et remise en question. 4e étape, puisque la philosophie, elle n'est que réflexion, elle va réfléchir sur l'ensemble de ce que nous savons ou croyons savoir. Donc 4e étape, rapport entre la philosophie et les autres formes de savoir. En terminale, on va dire, rapport entre la philosophie et le mythe, rapport entre la philosophie et la religion, rapport entre la philosophie et la science. Vous avez tous montré avec mes brillants collègues que la philosophie ne se confond ni avec le mythe, ni avec la religion, ni avec la science. Le mythe est le premier système d'intelligibilité. Traduisez, c'est le premier mode de connaissance élaboré par les hommes. Du grec moutos, discours, récit. Le mythe est né avant la philosophie, il est pré-philosophique. Il est né avant la religion, il est pré-religieux.
Il est né avant la science, il est pré-scientifique. Donc, c'est le premier moyen par lequel l'homme a cherché à répondre aux questions qu'il se pose. 4 aspects du mythe qui le distinguent de la philosophie. 4. D'abord, en tant que discours ou récit, le mythe, il est fabuleux. Fabuleux, ça veut dire imaginaire. Deuxième aspect du mythe, il est populaire. Troisième aspect du mythe, il est dogmatique. Dernier aspect du mythe, son explication est irrationnelle. Fabuleux ou imaginaire, populaire, dogmatique, irrationalité de son explication. Et ces 4 aspects du mythe vous permettent vous-même de tracer la frontière qui sépare le mythe de la philosophie. Là où le mythe est imaginaire, vous savez très bien que la philosophie n'a rien d'imaginaire, parce qu'elle s'intéresse à l'homme réel et cherche à répondre aux questions que l'homme se pose. Là où nous avons dit du mythe qu'il est populaire, vous savez tous que la philosophie n'est pas populaire. Elle est l'expression d'une subjectivité et d'une pensée individuelle. Là où nous avons dit du mythe qu'il est dogmatique, comme la religion, la philosophie, elle est critique, elle est contestataire, elle est antidogmatique. Et enfin, là où nous avons dit du mythe qu'il est un saut dans l'irrationnel, nous venons de répéter que la philosophie, elle se veut d'abord et avant tout une activité rationnelle. Nonobstant cela, il y a quand même, nous rappelle Aristote, quelque chose que la philosophie a en commun avec le mythe. Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Réponse de Aristote. Il dit philosophie et mythe naissent tous les deux du Thomasien, ça veut dire de l'étonnement. Et en tant que philosophie comme mythe naissent de l'étonnement, cela signifie quoi? Que dans le mythe comme dans la philosophie, ce qui se manifeste, c'est un désir de savoir et c'est un amour de la sagesse. Mais si la philosophie n'est pas le mythe, est-ce qu'elle se confond avec la religion? Non. Même si philosophie et religion ont quelque chose en commun. Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Le fait de répondre à la même question, la question du pourquoi. La question du pourquoi renvoie aux questions d'ordre métaphysique que je viens de poser. Les questions d'ordre métaphysique, c'est les questions relatives au sens de la vie, à l'origine, au pourquoi, à la finalité de l'existence. Philosophie comme religion répondent aux questions que j'ai posées tout à l'heure. Moi, homme, qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Quel est mon destin? Suis-je libre? Existe-t-il Dieu? L'âme humaine? Toutes ces questions-là, on les appelle des questions métaphysiques. Et la philosophie y répond, la religion y répond, mais vous connaissez la différence. Les réponses de la religion sont des réponses immuables, incontestables, définitives, dogmatiques. C'est des vérités absolues, soustraites à l'examen critique de la religion, alors qu'en philosophie, les réponses varient d'un auteur à un autre. Mais toutes les deux répondent aux mêmes questions d'ordre métaphysique et permettent à l'homme de satisfaire le même besoin de spiritualité. Mais pour le reste, philosophie et religion obéissent à une démarche hétérogène. Et pourquoi philosophie et religion sont marquées par l'hétérogénéité de leur démarche? Vous savez d'où est-ce que cela vient? Cela vient du fait que philosophie et religion ont des fondements, philosophie et religion ont des principes directeurs différents. Si je tendais le micro à n'importe lequel d'entre vous lui demandant quel est le principe directeur de la religion, il me répondrait en disant c'est quoi? Quel est le fondement, le principe directeur de la religion? Vous osez hésiter. Hein? Mais c'est la foi. Quel serait le principe directeur de la philosophie? C'est simplement la raison. Et donc souvent, les relations entre philosophie et religion prennent la forme et les allures d'un conflit supposé entre l'ordre de la raison et l'ordre de la foi. Rappelez-vous le sujet du bac? J'espère que vous vous exercez, mes enfants, avec les sujets. La croyance religieuse implique-t-elle nécessairement une démission de la raison? Point d'interrogation. C'était un sujet du bac sénégalais il y a quelques années. Et lorsque le sujet du bac posait la question, la croyance religieuse implique-t-elle nécessairement une démission de la raison? D'ailleurs, je vous le dis en passant, mes enfants, quand vous avez l'adverbe nécessairement, quand vous avez l'adverbe
Toujours. On vous a déjà dit ce que vous devez faire. En bon littéraire, qu'est-ce que vous devez faire? Dans un sujet avec nécessairement, avec toujours. Si c'est avec toujours, vous dites première partie, parfois oui, deuxième partie, mais pas toujours. Non. Donc quand vous avez un sujet nécessairement, vous coupez en deux. Donc la croyance religieuse peut parfois, aux yeux de certains, impliquer une démission de la raison, thèse, mais aux yeux d'autres, elle n'implique pas nécessairement une démission de la raison. Est-ce que vous m'avez compris? L'art est-il toujours l'expression de son temps? Première partie, oui, parfois, l'art exprime son temps. On est d'accord? Dans quel cas l'art exprime son temps? Dans l'art engagé. On est d'accord? Pourquoi dans l'art engagé? Parce que l'artiste, il prend en charge les problèmes, les contradictions et les préoccupations de son milieu, de sa société et de son époque. Quand je regarde Thiaroye 44 de Sembène Ousmane, je n'ai pas besoin d'aller chercher loin. Je sais que ce film retrace les événements tragiques du mois d'août 1944 à quelques kilomètres d'ici au camp militaire de Thiaroye. Donc l'art peut parfois exprimer son temps. Quand je regarde le tableau de Pablo Picasso qui s'appelle Guernica, je sais que Guernica c'est le nom d'un village espagnol qui avait été rasé lors de la guerre civile espagnole de 1935. Quand j'écoute Zimbabwe de Bob Marley, mais je sais que le Zimbabwe était la dernière colonie africaine occupée encore par les Anglais. Et quand il chantait We Gonna Liberate Zimbabwe, c'était un combat pour donner la libération de ce qu'on appelait pendant la colonisation la Rhodésie blanche, actuelle Zimbabwe. Et donc l'art peut exprimer son temps lorsque il relaie, prend en charge des problèmes de son milieu et de son époque. Ouais, dans l'antithèse, qu'est-ce que je veux dire? Même si l'art peut exprimer son temps, mais l'art n'exprime pas toujours son temps. Quand un artiste compose un poème d'amour, quand Victor Hugo se plaint de la mort de son unique fille Léopoldine, mais ça n'a rien à voir avec les préoccupations de son époque. Quand je compose un poème, une chanson à ma bien-aimée, ça n'a rien à voir avec les problèmes de mon temps. Quand Léopold Sédar Senghor écrit Élégie pour Philippe Maguilène, ben, il rend hommage pour consoler sa toubab qu'il appelait ma douce normande aux yeux verts. C'est beau d'être la femme d'un poète. Hein? Sa femme, il l'appelait ma douce normande aux yeux verts. Elle s'appelle Colette Hubert Senghor. Et lorsque Philippe, l'enfant unique, non pas de Senghor, mais de la femme Colette, est décédé, il a écrit Élégie pour Philippe Maguilène et il dit que en lisant ça, la dame a trouvé les forces de supporter un peu, mais la mort brutale par accident de voiture de son fils unique. À ce moment-là, Senghor, ce qu'il dit dans le poème, n'exprime pas son temps et n'a rien à voir avec les problèmes ni du Sénégal, ni de l'Afrique, ni du monde. Donc, thèse, l'art peut exprimer son temps, antithèse, même si parfois il n'exprime pas toujours. Dans ce sujet, la croyance religieuse implique-t-elle nécessairement? Vous dites, elle peut parfois impliquer thèse, mais elle n'implique pas nécessairement antithèse. Li bon kay moy thèse nga né la croyance religieuse implique nécessairement une démission de la raison. Boye bo dello feuille bi. Ouais, d'accord, non? Vous avez dit implique nécessairement. Nécessairement moi par force. Qu'est-ce que vous voulez dire dans la deuxième partie? Cependant n'implique pas nécessairement. Si c'est moi, je vous mets un. Mais oui. Parce que nécessairement signifie forcément. Et si vous dites forcément, il n'y a plus d'antithèse. Donc de manière intelligente, qu'est-ce que vous allez dire? Aux yeux de certains, la croyance religieuse semblerait impliquer une démission de la raison. Pourquoi me dire des gants et prendre toutes ces précautions en disant aux yeux de certains semblerait, impliquerait, parce que je ne dois trahir ni de réponse, ni dans l'introduction, ni dans le développement, mais seulement dans la conclusion.
Quand vous menez, aux yeux de certains, il semblerait que... Est-ce que c'est moi qui parle? Non. Donc, aux yeux de certains, oui, là où il y a croyance religieuse, il y a des missions de la raison. Comment ils l'argumentent? Ils vous disent, parce que la croyance, elle impose quoi? L'acceptation de vérité absolue. La croyance implique quoi? Adhésion. Vous voyez quelle adhésion? Émotionnelle, sentimentale. Donc, croire religieusement, c'est vénérer, adorer. Et donc, là où la croyance commande une attitude de soumission, d'acceptation, de vénération, d'adoration, faisant que quand la voix du muezzin retentissait, j'ai arrêté mon discours. Je n'ai pas cherché à me demander, mais pourquoi devrais-je me taire? Pourquoi devrais-je continuer? Je ne me suis pas posé ces questions. Parce que dans ma religion, on me dit, quand tu entends l'appel du muezzin, tu dois te taire. Pourquoi? Je me suis tué. Donc, dans la croyance religieuse, on me demande d'accepter, de me soumettre, d'obéir entièrement et pleinement à des vérités absolues. Alors que la raison implique quoi? Le fait de raisonner, le fait de critiquer, de contester, de douter, de poser des questions et de remettre en question. Et donc, première partie, foi et raison semblent opposées parce que commandant des attitudes, l'une gouvernée par l'obéissance, la vénération et la soumission, l'autre par la réflexion, la contestation, la remise en question, c'est la position de Blaise Pascal. Vous vous en souvenez? Blaise Pascal montrant quoi? Que ce que le cœur sent, la raison est incapable de le prouver. Blaise Pascal, quel style enseigne? Que Dieu est hors de portée de la raison humaine. Pascal ne perdez pas votre temps à prouver Dieu par le biais de votre raison. Parce que qu'est-ce que la raison de l'homme? Pascal dit c'est l'infiniment petit, elle n'est que poussière. Et là où la raison de l'homme c'est l'infiniment petit, qu'est-ce que Dieu? Il dit c'est l'infiniment grand. Comment voulez-vous que l'infiniment petit de la raison humaine puisse percer et découvrir le mystère de l'infiniment grand qui est Dieu? Mais dans la deuxième partie, vous dites, même si aux yeux de certains tels que Pascal, foi et raison sont opposés, d'autres cependant ont tenté de les concilier, de les rendre compatibles, en montrant que pour ces derniers-là, foi et raison ne s'opposent pas, mais que foi et raison, c'est leur association qui permet à l'homme, comme une torche, d'éclairer les chemins de sa vie. Que le danger pour l'homme serait de chercher à choisir ou croire ou raisonner, mais c'est leur association qui lui est profitable. Rappelez-vous Saint Thomas, j'ouvre les guillemets, la foi ne doit pas éviter la raison, elle doit la rechercher pour s'allier avec elle. Et lorsque Saint Thomas dit, la foi ne doit pas éviter la raison, elle doit la rechercher pour s'allier avec elle. Le verbe s'allier montre que c'est la jonction des deux qui peut être utile à l'homme. Un autre théologien chrétien du Moyen-Âge, un autre saint, non plus Saint Thomas, mais Saint Augustin. Vous vous rappelez dans son ouvrage Les Confessions, un garçon qui vient de se convertir au christianisme, lui dit, Saint-Père, comme il est un membre de l'Église catholique, maintenant que je suis devenu chrétien, est-ce que je dois écarter complètement ma raison pour me contenter de ce que disent les saintes écritures de la Bible? Saint Augustin répond, j'ouvre les guillemets, garçon, il ne s'agit pas de rejeter la raison au profit de la foi. Non. Mais il s'agit de s'appuyer sur les lumières de cette raison pour éclairer la foi que tu as déjà en toi. Fin de citation. Et en disant, je répète une dernière fois, il ne s'agit pas de rejeter la raison au profit de la foi, mais de s'appuyer sur les lumières de cette raison pour éclairer la foi que tu as déjà en toi. Il était en train de dire au garçon, ne cherche pas à choisir entre croire et raisonner, ne cherche pas à exclure la raison pour le bénéfice de la foi. Non, la foi ne doit pas aller sans la raison, de la même manière que la raison ne doit pas aller sans la foi. Dès que tu les sépares, ça devient dangereux pour toi. Et vous le comprenez aisément. Pourquoi la foi ne doit pas aller seule, sans la raison? Mais parce qu'une foi solitaire est une foi aveugle.
Et vous êtes d'accord avec moi qu'une foi aveugle est une force destructrice. Donc une foi aveugle, elle engendre quoi? Le dogmatisme. Le dogmatisme engendre quoi? Le fanatisme. Et l'enfant gâté du fanatisme, c'est le terrorisme. Et le fils premier du terrorisme, c'est le crime gratuit. Mais de la même manière que la foi ne doit pas aller sans la raison aussi ne doit pas aller sans la foi. yenn saa yi sa xel nangu loo xam ne diine dàq na ko et pourtant xel nangu na ko. Donc lorsque j'écoute seule ma raison, elle peut me conduire à la perdition et à l'égarement. Donc la raison à son tour doit être encadrée, guidée, orientée et éclairée, mais par la foi. Une manière de montrer que foi et raison sont inséparables et que c'est leur séparation qui pourrait être dangereuse pour l'homme. Mais si la philosophie n'est pas le mythe, n'est pas la religion, est-ce qu'elle est la science? Non. Pourquoi? Parce que philosophie et science appartiennent à deux domaines différents de l'activité intellectuelle des hommes. Philosophie et science ne peuvent ni rivaliser, ni compétir, parce qu'elles n'ont pas les mêmes objets d'étude, elles ne répondent pas aux mêmes questions et n'ont pas les mêmes finalités. Et dans la mesure où, mes enfants, philosophie et science ne s'appliquent pas aux mêmes objets d'étude, à partir du moment où philosophie et science n'ont pas les mêmes démarches, à partir du moment où philosophie et science n'ont pas les mêmes finalités, il ne sert à rien de vouloir les comparer, il ne sert à rien de vouloir les faire compétir. Ça veut donc dire quoi? Que la philosophie ne peut entrer en compétition avec la science, parce que là où la science dit le comment des choses, la philosophie dit le pourquoi. Là où la science et les techniques permettent à l'homme de satisfaire ses conditions matérielles d'existence, la philosophie, elle améliore d'un point de vue moral, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue spirituel, et non pas d'un point de vue matériel. C'est une manière de dire, cessez de vous poser la question, la philosophie peut-elle être utile devant les sciences et techniques? Ça ne sert à rien. La philosophie, elle est utile d'une utilité différente. La science, elle est utile d'une utilité différente. J'ai dit quoi? Science et technique ont une utilité matérielle, parce que permettant à l'homme de transformer matériellement le monde et de satisfaire leurs besoins. La philosophie, elle n'a pas une utilité matérielle. Quand je suis malade de mon corps, la philosophie ne sert à rien. Quand je veux construire une école, la philosophie ne sert à rien. Mais c'est Socrate qui nous dit, boo tëddee bu guddi bag bi di xeeñ ngaan maag sama ne ndax nañ xëj ci kër gi su ma ko amul sama duubi sama dund bi ndax dee gënu ko ndax yàlla daf maa fàtte parce que tar na lool waruma woon xaru etc. Socrate dit, si vous allez voir l'infirmière ou le médecin, il va vous rendre plus malade. Parce qu'il y a paracétamol et piqûre, alors que votre médecin, c'est moi, docteur Socrate. Non pas médecin des corps, mais médecin des âmes et des esprits. Merci. Tu t'es réveillé, hein? D'accord. Il a pris son café philosophique, il s'est endormi un peu. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'elles ont en commun, philosophie et science? Parce que j'ai mis les similitudes pour mythe et religion. Elles ont en commun, philosophie et science, malgré les différences, d'avoir un même principe d'engendrement. Et quel est le principe d'engendrement commun à la philosophie et à la science? C'est la raison. Donc toutes les deux sont marquées par leur rationalité. Maintenant, dans le domaine numéro 2, vous avez ouvert les pages d'une autre question. Parce que tout ce que nous venons de dire répondait à la question qu'est-ce que la philosophie? Et vous savez que toutes les leçons du domaine numéro 2 répondent à une autre question, la question qu'est-ce que l'homme? Ensemble, comme j'avais promis, calmement, lentement, mais sûrement, mais très efficacement, on va ensemble réviser à partir de chaque leçon. À la question anthropologique, qu'est-ce que l'homme? Quelle est la réponse à laquelle vous êtes parvenu dans Nature et Culture? À la fin de Nature et Culture, nous avons dit toutes les leçons répondent à la même question, qu'est-ce que l'homme? Mais c'est des réponses différentes, parce que l'homme est un être complexe et multidimensionnel. Donc dans Nature et Culture, à la question qu'est-ce que l'homme? Vous avez répondu en disant quoi? Je voyais un bras se lever. Oui, jeune homme. C'est excellent pour dire quoi? Qu'il ne se définit ni par la seule nature, ni par la seule culture, mais qu'il est une synthèse
d'éléments naturels, d'éléments culturels. Mais en n'oubliant pas ce que dit Claude Lévi-Strauss. Ça veut dire l'impossibilité à distinguer chez l'homme ce qui relève du naturel de ce qui relève du culturel. Parce qu'on a l'habitude de penser, il y a une nature, et sur cette nature vient se déposer la culture des. Claude Lévi-Strauss, qu'est-ce qu'il vous dit? Que nature et culture sont comme ça. Qui va mettre un adjectif? Nature et culture sont? Qui va mettre un adjectif? Chers et brillants et brillantes littéraires. Nature et culture sont? Liés. Oui, d'accord, mais ça. Nature et culture sont? Dégoulen tubaab est croisé. Nature et culture sont imbriqués. Nature et culture sont entremêlés de façon indissociable. Claude Lévi-Strauss, qu'est-ce qu'il dit? J'ouvre les guillemets. On ne peut dire ni où commence la nature, ni où s'arrête la culture. Et lorsqu'il dit Claude Lévi-Strauss, on ne peut dire ni où commence la nature, ni où s'arrête la culture, c'est une manière de montrer quoi? Que chez l'homme, il n'y a rien de purement naturel, rien de purement culturel, mais que chaque acte que l'homme pose manifeste le double attribut du naturel et du culturel. Et comme il l'a dit, en reprenant l'expression de Edgar Morin, quand on dit que l'homme est un être bioculturel, ça signifie quoi? Que l'homme, il est au point de convergence de l'inné, de l'acquis, du biologique, du social, de l'hérédité, de l'héritage, du naturel et du culturel. Mais nag sama gars yi, attention, dans cette dualité, si je devais mettre sur une balance ici nature, ici culture, la balance elle pencherait de quel côté? Ici nature, ici culture. Chez l'homme, la balance pencherait de quel côté? Elle pencherait du côté culture. Une manière de montrer que il y a plus de culture que de nature chez l'homme. Ça veut dire simplement que la culture, elle est l'essence de l'homme. L'essence d'une chose, l'essence d'une chose, c'est quoi? C'est ce que cette chose a en propre, mandargam, et qui la distingue des autres. Donc, en disant de la culture qu'elle est l'essence de l'homme, ça veut dire quoi? Que la culture est l'élément dans lequel... Oui, tu lèves la main. Oui. Hein? Oui, la culture est le fond intime. J'avais envie de dire que la culture est l'élément dans lequel l'homme s'élève au-dessus de la nature, se démarque de l'animal pour atteindre la dimension pleinement humaine de son existence. C'est une manière de montrer que là où l'animal est seulement ce que la nature a fait de lui, qu'est-ce qu'on va dire de l'homme? Là où l'animal est entièrement, totalement, exclusivement ce que la nature a fait de lui, qu'est-ce qu'on va dire de l'homme? Est-il ce que la nature a fait de lui, mes amis? Alors, qu'est-ce qu'on va dire de l'homme? Ne me décevez pas. Pendant que l'animal, totalement, pleinement, entièrement, ce que la nature a fait de lui, et ne peut être rien d'autre que ce que la nature a fait de lui. Rappelez-vous Jean-Jacques Rousseau. Rousseau n'est pas si un animal vivait pendant 1000 ans. Au bout de la 1000e année, l'animal serait tel qu'il était au premier jour de sa naissance. C'est pour dire quoi? Que l'animal n'évolue pas, ne change pas, ne s'améliore pas. Il est animal dès le départ et ne peut être autre chose qu'un animal. Alors mes amis, là où l'animal est entièrement ce que la nature fait de lui, l'homme, vous ne m'avez pas répondu. L'homme est-il ce que la nature fait de lui? Il serait un animal, alors qu'est-ce qu'il est? Hein? Je n'entends rien. Hein? Mais très bien, et en modifiant la nature, il est ce qu'il se fait lui-même. Donc on peut s'amuser à dire quoi? Que là où l'animal est ce que la nature fait de lui, l'homme il est ce qu'il fait de ce que la nature a fait de lui. La nature a fait de lui un animal, et de cet animal-là, il a fait un être pleinement humain. Le petit de l'animal est déjà animal. De non. C'est du direct sorti. Donc dès le départ, l'animal est parfait, achevé, complet. Mais là où le petit de l'animal est déjà animal, le petit de l'homme.
Là où le petit de l'animal, il est déjà animal. Il a reçu l'équipement, l'outillage biologique nécessaire à sa vie et à sa conservation. Et là où le petit de l'animal est déjà animal, le petit de l'homme. Hein? Le petit de l'homme. Le petit de l'homme n'est pas homme. Il est quoi alors? Si le petit de l'homme n'est pas homme, il est quoi alors? D'accord. Vous devez me dire que le petit de l'homme doit apprendre à devenir, d'être pas homme mais humain. Parce que donne nit taxut nité, pëli ay nit lañu waaye nité wuñu, hein? Donc le petit de l'homme, il doit apprendre à devenir humain. Parce que donne nit taxut nité. Xam nga da ngay nek nit ci jëm waaye ci xel do nité. Donc le petit de l'homme, lui, il doit apprendre à devenir humain. Où est-ce qu'il devient humain? Est-ce qu'il le devient laissé seul avec ses instincts et ses caprices? Ou est-ce qu'il devient humain? Dans la société, au sein de l'ambiance sociale et culturelle. Et comment le devient-il? Quel est le moyen prévu par la société pour que l'homme devienne humain? C'est l'éducation. Et qu'est-ce que l'éducation? C'est l'assimilation, l'intériorisation des normes et des règles de la vie sociale. De toutes les créatures, seul l'homme a besoin d'être éduqué. Malade scolaire, un animal, on peut le dresser, mais on ne peut pas l'éduquer. Pourquoi de toutes les créatures, seul l'homme doit être éduqué? Parce que contrairement à l'animal dont j'ai dit quand il vient au monde parfait, achevé, complet, l'homme c'est le contraire. Il vient au monde inachevé, imparfait, incomplet. On dit c'est un animal nu au départ. Et quand on dit de l'homme qu'il naît prématuré, ou qu'il est un animal nu au départ, ces expressions c'est pour dire quoi? Au départ, l'homme n'a presque rien reçu de la nature. Il n'a pas les ailes de l'oiseau, il n'a pas la force du lion, il n'a pas la vitesse du chat, il n'a pas l'agilité du rêve. Bref, il n'a presque rien reçu. Et ce que la nature ne lui a pas donné, l'homme se le donne lui-même en transformant cette nature. L'animal est entièrement soumis, déterminé. L'homme est un être insoumis, un animal rebelle qui transforme la nature aussi bien en lui que la nature hors de lui. Et quand l'homme nie doublement le naturel en lui et hors de lui, il devient, comme dit Rousseau, un être pleinement humain et intelligent et créateur. Le petit de l'animal, même coupé de la compagnie des autres animaux, est capable de faire la même chose. La jeune abeille n'a pas besoin de voir les autres pour être capable de faire une ruche parfaite. La jeune fourmi n'a pas besoin de voir les autres pour faire une fourmilière parfaite. La jeune termite n'a pas besoin de voir les autres termites pour faire une termitière parfaite. La jeune araignée n'a pas besoin de voir les autres pour apprendre à tisser. Pourquoi? Parce que ce qu'elles font ne relève pas de l'acquisition et de l'apprentissage, mais est inscrit dans le code génétique. Le petit de l'homme, dès la naissance coupé des autres, est-il capable de se comporter comme eux? Non. C'est pourquoi on apprend à devenir humain. L'humanité se conquiert, l'animalité est donnée définitivement dès le départ. Y a-t-il eu des candidats au concours général en philo parmi vous? Qui parmi vous a été présenté au concours général sénégalais? Personne. Ah, vous avez nous présenter. Parce qu'il faut avoir 14 de moins dans la discipline pour être présenté au concours général. Le sujet disait quoi? L'humanité n'est pas un état, mais une quête. Et quand le sujet du concours général disait l'humanité n'est pas un état, pour bien comprendre que c'est définitif. L'humanité n'est pas un état définitif, mais une conquête, ça veut dire quoi? Sans cesse, chaque génération venant, il est nécessaire de l'éduquer, de rééduquer, de transmettre, de retransmettre. Parce qu'il y a de l'animal qui dort en nous. Et quand nous cessons d'éduquer, ce qu'il y a d'animal refait surface pour écraser véritablement ce qu'il y a d'humain.
C'est pourquoi l'humanité est une quête sans cesse recommencée. Elle n'est jamais un état définitif. Ça veut dire quoi? Il n'arrivera jamais un état où nous dirons nous avons atteint la civilisation, nous ne pouvons plus retomber dans la barbarie. C'est faux. À tout moment, ce qu'il y a d'animal peut refaire surface, faisant que l'humain contient virtuellement l'inhumain. Et c'est pourquoi Emmanuel Kant dit, de toutes les créatures, seul l'homme doit être éduqué, avant d'ajouter, par l'éducation, on transforme l'animalité en humanité. Et en disant Emmanuel Kant, par l'éducation, on transforme l'animalité en humanité, c'était une manière de montrer que là où il n'y a pas d'éducation, il ne peut y avoir d'humanité. Et cette humanité, elle se conquiert dans et par la société. La société, retenez-le, elle est l'usine de fabrique de l'humanité. Donc, bref, dans Nature et Culture, l'homme est un être bioculturel. Dans l'étape sur le langage, qu'est-ce que l'homme? Vous avez dit, c'est un zone logicon, un animal parlant. Et quand vous avez dit que l'homme est un animal parlant, vous avez montré la différence entre le langage humain et la communication animale. Les animaux communiquent, l'homme parle, parce que le langage suppose la pensée. Dans le cours sur le langage, sur le travail, après avoir dit que l'homme est un être bioculturel, que l'homme est un zone logicon, un animal parlant, dans le cours sur le travail, qu'est-ce que l'homme? Un animal travaillant. Et vous avez ajouté la différence nette entre l'activité animale gouvernée par l'instinct et le travail humain précédé nécessairement par un projet rationnel. Être bioculturel, zone logicon, animal parlant, animal travaillant, dans le cours sur individu-société, qu'est-ce que l'homme? Selon Aristote, vous avez répondu en disant zone politikon, animal politique. Et quand vous avez dit, pour répondre à la question qu'est-ce que l'homme, dans le cours sur normes individu-société, que l'homme est un animal politique, cela signifie quoi, animal politique? Que l'homme ne peut vivre, ne peut s'affirmer, ne peut s'épanouir, ne peut s'exprimer et dévancer et développer ses potentialités qu'au sein de l'ambiance sociale. Ça veut dire quoi? Que la société est indispensable à l'humanisation et à la réalisation intégrale de l'homme. Dans le cours sur conscience inconscient, à la même question, qu'est-ce que l'homme? Deux réponses différentes. Une première réponse est celle qui a toujours consisté à dire homme égale conscience. Et que par cette conscience, l'homme est lucide. Par cette conscience, l'homme est maître de lui. Par cette conscience, l'homme est entièrement responsable de ce qu'il fait. C'est cette idée-là que l'homme se gouverne par la seule conscience et que cette conscience le distingue des autres animaux, le rend lucide, maître de lui et responsable de ses actes. J'ai dit, c'est cette idée qui va être détruite par qui? Un médecin autrichien, Sigmund Freud, fondateur de la psychanalyse et découvreur de l'inconscient. C'est lui qui va dire c'est faux de dire homme égale conscience. Pourquoi? Parce que la conscience n'est pas le tout, elle est une partie infime. La face visible de l'iceberg. Il dit la conscience égale 1/10 de notre vie mentale. Et là où la conscience n'est que le 10e, l'inconscient va représenter combien? Les 9/10 de notre vie mentale. Vous faites la balance vous-même. Et qu'est-ce que vous devez retenir de tout le cours sur conscience inconscience? Cette idée très simple. À savoir que, selon Freud, pour l'essentiel, l'homme n'obéit pas à sa raison, à sa conscience, mais que pour l'essentiel, il est le jouet, foyekai. Il est l'esclave de processus psychiques profonds. Il est l'esclave de forces obscures, échappant totalement au contrôle de la conscience et qui lui viennent d'où? Et qui lui viennent directement de l'inconscient. Une manière pour Freud de dire attention, ne croyez pas que l'homme agit lui-même de façon volontaire, consciente, choisie, libre. Il dit, certes, l'homme agit, mais très souvent, les raisons profondes qui le poussent à aimer, à haïr, à se décider dans un sens ou dans un autre, ne viennent pas de la conscience, mais lui sont dictées par des mobiles relevant de l'inconscient. Pour le simplifier et faciliter votre compréhension, je disais que chez Freud, l'homme croit agir lui-même. Là où Ndeketeyo, c'est lui-même qui est agi.
maanaam pour mu yomb ci sama mbokku pël yi Freud nee na damaa yaakaar ne man nit maay yëngal ndekete yoo man ci sama bopp la ñuy yëngal te lu yëngalu ne comme dit mon ex ami le chanteur lu yëngalu ne la ko yëngal la ko ëpp doole. kon ana lan moo yëngal nit il dit c'est pas la conscience mais simplement il est esclave sans s'en rendre compte de son inconscient. Et donc avec l'inconscient, l'idée que l'homme est pleinement libre, pleinement conscient, pleinement responsable disparaît au profit de l'idée que l'homme est esclave de ces processus qui remontent simplement de l'inconscient. Rappelez-vous Paul Valéry, avec la découverte de l'inconscient, désormais on se rend compte que la conscience règne, mais ne gouverne pas. Qu'est-ce qui gouverne? L'inconscient. Ça veut dire qu'il y a deux capitaines dans le bateau. Un capitaine visible, apparent, c'est la conscience, mais il dit le vrai maître du bateau, homme entre guillemets, ce n'est pas le capitaine qu'on voit là-bas, c'est un maître inconscient et c'est un maître invisible et qui n'est autre que l'inconscient. Freud dit où se manifeste l'inconscient? Dans les lapsus ou actes manqués, dans les rêves, dans les névroses, dans les phobies, dans les angoisses. C'est la preuve irréfutable que pour l'essentiel, l'homme est l'esclave de son ça, la partie animale. Le ça, c'est quoi? Le siège des instincts, des pulsions, des désirs. Le moi, c'est la conscience. Le surmoi, c'est la conscience morale. Freud vous dit, derrière le calme apparent d'un individu, avec son voile bien fait, machallah, Freud dit, derrière ce calme apparent, au fond, l'individu est tiraillé, écartelé, déchiré par des tendances contradictoires. Il se demande toujours à lequel de ses maîtres obéir. Faut-il obéir aux exigences du ça? Faut-il obéir à la voix du moi? Faut-il obéir aux prescriptions du surmoi? L'homme est là et il ne sait pas à lequel de ses maîtres obéir en premier. Le ça tape à la porte parce que le ça, c'est le siège des instincts, des pulsions et des désirs. Et le ça, il n'a qu'un objectif, c'est la satisfaction pleine et intégrale. Et donc, le ça, quand il émet un désir, ben, il est en contradiction avec le moi, il est en contradiction avec le surmoi. Et vous, comme moi, comme tous les hommes du Freud, ça balance, ça monte, ça descend. Faut-il obéir au ça? Parfois, oui, bonjour les dégâts. Faut-il obéir au moi et au surmoi? Et à ce moment, nous garantissons notre insertion sociale. Mais il dit, c'est faux de penser que l'homme n'obéit qu'à sa conscience, parce que li ci ëpp damay jëf di taamu di bëgg di bañ di sopp di xarab waaye la ma koy def ça n'obéit pas à des mobiles conscients, mais ça obéit à des motivations qui relèvent de l'inconscient. Freud dit, j'entre dans un magasin, il y a 1 milliard de couleurs. Ouais, nous avons une couleur préférentielle. Non, elle nous attire de façon irrésistible. Donc, il faut 1 million de couleurs. Mais des melni, rouge, ou blanc, femme le et nos jeunes filles, très souvent, il faut dire les garçons, c'est un peu plus simple. Hein? Mais les jeunes filles, vous les entendez, man blanc ni may def, man mauve ni may def, man rouge ni may def, etc. Mako bëggal sama bopp. Freud dit bo moytuwul doo ci lenn. Nee na boo moytuwul c'est le souvenir lointain, inconscient de la couleur des habits que maman avait l'habitude de porter pendant que tu étais bébé, ou le souvenir inconscient de la couleur des habits que pendant que tu étais bébé qu'elle te faisait porter. Parce que Freud Nena, il y a une mémoire des odeurs, il y a une mémoire des sons, mais il y a une mémoire des couleurs. Cette couleur habituelle-là se loge quelque part dans ton inconscient. Ba ngay lire nga dé am 18 ans, 20 ans, nga né blanc momay danel, rouge momay danel, do ci lenn, c'est le souvenir ndekete yo, lointain et inconscient de cette couleur-là. Le bolet rouge, bol lac blanc, ce n'est pas un choix conscient. Vous comprenez? Freud dit, pour vous faire rire un peu, il y a une saille, mais on va le dire. Il dit, parfois vous voyez des hommes gringalés comme moi, hein? Et c'est surtout valable chez les jeunes filles. Si Songe voulait avoir une femme ici, il n'en aurait pas eu de hein? Nous aimons les hommes avec des biceps, machallah, etc. Freud dit, elle pense que c'est un choix volontaire conscient. Freud n'est à 99%. Comme ça, ça veut dire que celle qui te dit les hommes musclés, souvent elle est aussi maigre que mon doigt, donc elle a inconsciemment un complexe à l'égard de la maigreur de son propre corps. Les hommes musclés, c'est ce complexe inconscient qui l'oriente vers les hommes musclés, mais c'est pour masquer et compenser la propre maigreur de son corps.
L'inverse est vrai. C'est pas mon cas, mais parfois quand vous voyez les hommes maigres comme moi, vous le présentez subhanallah qui vous savez à quoi elles ressemblent souvent, des baobabs ambulantes. C'est exactement les mêmes raisons. Et donc Freud dit attention, ne pensez pas que vous choisissez de façon consciente, volontaire et libre. C'est des motivations totalement inconscientes qui vous viennent directement de l'inconscient et non pas de ce que vous vous représentez. Mais comme j'aime bien rester chez mes Peuls, on est à Sangalkam, mes parents Peuls. Donc il dit, vous voulez comprendre inconscience, inconscient, entrez dans la maison des Peuls. La maman, c'est la vraie maîtresse de la maison. Nénégalé, c'est ça, hein, Drone. Oui, Nénégalé, voilà, Nénégalé et Baba Galé, c'est ça, hein. Baba, c'est la conscience. Néné, c'est l'inconscient. Baba, c'est le patron apparent. Il faut qu'on fasse des choses, des bagages, il menace de mort les enfants. Mais pendant ce temps, vous connaissez Baba Sedougoui, et donc vous comprenez, il y a un maître apparent de la maison, c'est Baba et son bruit là. Mais il y a la force tranquille de la maison nénégalais. Souvent, faites les fraises. Vous chatez Baba dans le Sedougoui. Et quand Baba promet l'enfer aux enfants, Nagiye Khari, vous n'avez pas remené demain, vous êtes à la place des gifles et des coups de poing, c'est notre homme vous imaginez ce qui s'est passé. Hein? Et que donc il y a un patron du jour, mais il y a une reine de la nuit, et la reine de la nuit qui change les décisions. Ce n'est pas Baba Galadé, c'est Néné. Donc Baba, ce n'est que le 10e, c'est la conscience, mais la maîtresse de la maison, c'est Nénégalé, et Nénégalé représente l'inconscient. Ben voilà, aussi simplement que ça. Maintenant, dans le cours sur la liberté, à la question qu'est-ce que l'homme, vous avez répondu avec Rousseau, disant que la liberté est l'essence de l'homme au point que renoncer à sa liberté, Rousseau, renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité et à sa dignité d'homme. Mais qu'est-ce que la liberté? Personne ne peut le dire. Parce que c'est un terme employé dans des contextes nombreux, différents et contradictoires. Vous connaissez le mot célèbre de Paul Valéry, liberté, un de ces détestables mots qui chantent plus qu'ils ne disent, un de ces détestables mots qui ont plus de valeur que de sens. C'est une manière pour Paul Valéry de dire, chacun d'entre nous voudrait être libre, mais personne n'est capable de dire ce qu'est la liberté. C'est pourquoi vous et moi, nous nous contenterons de deux conceptions de la liberté. La première que vous connaissez bien, liberté comme absence de contrainte, que j'appelle la conception métaphysique. C'est des auteurs qui disent que l'homme est non seulement libre, mais de façon absolue. Ça veut dire quoi? Liberté illimitée, excessive, sans borne. Cette idée, vous la trouvez chez les théoriciens du libre arbitre comme Descartes. Pourquoi chez Descartes l'homme est libre de façon absolue? Parce qu'il a la conscience, et en cette conscience, il a ce qu'il appelle le libre arbitre. Qu'est-ce que le libre arbitre? C'est un pouvoir d'autodétermination. Qu'est-ce que le libre arbitre? C'est la capacité réservée à l'homme seul d'agir, de choisir, de décider, en se gouvernant selon sa seule conscience, selon sa seule volonté, sans subir de contraintes extérieures. Descartes et les théoriciens du libre arbitre, mais par exemple dans l'existentialisme athée de Jean-Paul Sartre. Chez Sartre, on parle aussi d'hyper-liberté, madame liberté absolue, illimitée, sans borne excessive. Pourquoi? Parce que Sartre est un athée. Et comme il est un athée, Dieu n'existe pas chez lui. Il dit, si l'homme est pleinement libre, c'est parce que dès le départ, il vit dans le délaissement. Prenez délaissement au sens le plus terre à terre. Quelqu'un qui est délaissé, c'est quelqu'un qui est abandonné. Et donc, si dès le départ, pour ainsi le dire, chez Sartre, mes amis, l'homme vit dans le délaissement, autrement dit, dès le départ, l'homme est orphelin de Dieu, il est dans un monde donc sans Dieu, sans maître, l'homme devient à lui-même son propre Dieu,
Et Sartre dit, l'homme doit inventer l'homme. Comprenez par là, l'homme doit porter sur ses épaules l'entière liberté et l'entière responsabilité de son existence. C'est pourquoi il dira, nous sommes condamnés à être libres. Condamnés parce qu'aucun d'entre nous n'a choisi de venir au monde, cependant libres parce qu'une fois là, nous avons d'autres possibilités et d'autres choix que d'assumer notre liberté. Sartre dit, nous avons les mains sales pour dire quoi? Que je le veuille ou non, je ne serai que ce que j'aurai librement moi-même choisi d'être. La deuxième conception, elle met un peu d'eau dans le bissap pour dire, oui, l'homme est libre, mais est-ce qu'il est libre de façon absolue? Non. Ils disent l'homme n'est pas libre, il doit se libérer. Et dire que l'homme n'est pas libre, il doit se libérer signifie quoi? Que l'homme, il y a des contraintes, des déterminismes qui s'exercent sur lui. Quelles contraintes? Le milieu physique extérieur. Quelles contraintes? Les instincts animaux. Quelles contraintes? Les normes sociales. Quelles contraintes? Les lois de l'État. Quelles contraintes? Les interdits de la religion. Bref, il y a tellement de contraintes et de déterminismes qui font que même si l'homme a une marge de liberté, c'est une liberté qui n'est pas illimitée, qui n'est pas absolue, elle est restreinte, elle est bornée par ces nombreuses contraintes et par ces nombreux déterminismes. Faisant, j'ai dit que Spinoza, rappelez-vous Spinoza, il est l'un des premiers à dire, attention, les hommes ne se croient libres que parce qu'ils agissent et sont ignorants des motivations réelles de leurs actions. Et Spinoza dit, c'est faux de penser que l'homme est un être entièrement à part. Non. Il dit, comme les autres animaux, comme les végétaux, comme les minéraux, l'homme en vivant dans la nature subit les influences et les pesanteurs de cette nature-là, faisant qu'il n'est pas un empire dans un empire. Et Spinoza dit, mais seul Dieu est libre et qu'on ne peut pas parler de liberté chez l'homme. Pourquoi seul Dieu est libre? Parce qu'il dit que l'homme ne peut pas être libre, Spinoza. Pourquoi l'homme ne peut pas être libre? Parce qu'il est une créature, mais dépendant d'un créateur. Et non seulement l'homme est créature créée, mais il dit l'homme est une nature naturée. Et en tant que l'homme est une nature naturée, Dieu, il est une nature naturante. Et l'homme en tant que nature naturée, dépendant de la nature naturante qui est Dieu, seul Dieu en tant que nature naturante peut être libre, mais l'homme en tant que nature naturée par la nature naturante ne peut revendiquer absolument aucune forme de liberté. Maintenant, dans le cours sur l'État, je ne reviens pas sur les très bonnes définitions données par mes collègues, mais vous retiendrez qu'il y a 3 éléments constitutifs de l'État. Si un seul manque, il n'y a pas d'État. L'autorité politique, la population et le territoire. Autorité politique, population ou communauté humaine, territoire, voilà les 3 constituants de l'État. Donc, définition simple et rigoureuse de l'État. Qu'est-ce que l'État? C'est une autorité politique s'exerçant sur une communauté humaine à l'intérieur d'un territoire bien déterminé. Quel rapport l'État entretient-il avec la liberté? 2 types de rapports. Des auteurs tels que Spinoza, des théoriciens du contrat tels que Rousseau, Hobbes, disent le but de l'État, c'est la liberté. Chez Rousseau, quel est le type d'État qui va rendre à l'homme sa liberté originelle? C'est l'État démocratique, engendré par le contrat social, dans lequel, quand j'obéis au prince, celui qui gouverne, ce n'est pas à lui que j'obéis, j'obéis à la loi. Quelle loi? Non pas une loi imposée à moi, citoyen de l'extérieur, mais quand je lui obéis, j'obéis à une loi de ma propre raison. Quand j'obéis à une loi de ma propre raison, j'obéis à moi-même, et quand j'obéis à moi-même, je reste entièrement libre. Vous connaissez la formule chez Rousseau, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Qu'est-ce que vous devez en retenir? C'est que chez Rousseau, il n'y a pas de contradiction entre obéir et libre. Vous comme moi, nous avons toujours le sentiment que là où nous nous soumettons à l'obéissance, on n'est pas libre. Rousseau dit c'est le contraire. C'est là où je n'obéis à aucune loi que je ne suis pas libre. Parce que Rousseau dit, quand je dis je fais ce que je veux, le manex lay def, on ne m'appelle pas un homme libre, mais je suis un libertin. Le libertin, il vit dans le libertinage, et le libertinage, il est liberticide, il tue la liberté. Vous vous rappelez, entre guillemets, les anciens combattants qui ont combattu l'année dernière, le texte de Bakounine, la première phrase. Je ne suis vraiment libre que là où les humains qui m'entourent, hommes ou femmes, sont également libres. Fin de citation.
Et lorsque le texte de Bakounine dit « Je ne suis vraiment libre que là où les humains, hommes ou femmes qui m'entourent, sont également libres », ça veut dire que ma liberté, elle est conditionnée par la liberté des autres. Et que si je suis le seul à être libre, ça veut dire que forcément, je porte atteinte aux autres. Et en portant atteinte aux autres, je ne suis pas dans la liberté qui implique la responsabilité, mais je suis dans le libertinage qui est synonyme d'irresponsabilité. Donc, qu'est-ce que Rousseau vous apprend? C'est que donc, c'est là où il n'y a pas de loi qu'il ne peut pas y avoir de liberté. Parce que l'absence de loi, si vous lisez le contrat social, consacre le règne du droit du plus fort, dans lequel, comme dans la jungle et dans le monde animal, les plus forts écrasent les plus faibles. Donc l'absence de loi, absence de liberté, présence de la loi qui est le garant et le fondement de toute véritable liberté civile. Chez Thomas Hobbes, l'État ne vise pas la liberté, mais la paix et la sécurité. Pourquoi? Parce que Hobbes est un pessimiste. Il ne croit pas comme Rousseau à l'idée que l'homme est naturellement bon. On va dire que Rousseau est un optimiste qui pense que par nature l'homme est bon, raisonnable. Quel est le régime politique qui lui convient? La démocratie. Mais Hobbes dit, Rousseau, vous n'avez rien compris. L'homme n'est ni bon, ni généreux naturellement, ni raisonnable, mais il est méchant, violent, cruel, égoïste. Le régime qui lui convient, ce n'est pas la démocratie, c'est la dictature. Parce que s'il n'a pas peur d'une autorité au-dessus de sa tête, il ne se soumettra jamais aux lois. Donc il faut une autorité forte, incarnée par le Léviathan, que les citoyens aient peur de lui pour renoncer à leur violence, pour garantir non pas la liberté, mais la paix et la sécurité. Maintenant, l'autre approche des rapports entre État et liberté, c'est celle qui dit État et liberté sont deux termes contradictoires. C'est les marxistes qui voient dans l'État un moyen d'exploitation de l'homme par l'homme. Parce que pour eux, l'État l'État consacre la domination de la majorité prolétarienne par la minorité des gouvernants. Donc l'État est au service de l'exploitation de la classe dominante par la classe minoritaire, mais justement celle des gouvernants et des gouvernants. Dans la perspective de Bakounine et de ses disciples, État et liberté sont également incompatibles. Tant que l'État est là, enseigne Bakounine, l'homme n'est pas libre. Quand est-ce que les hommes vont être libres? Bakounine dit, lorsque par la violence, tous les États auront été rayés, rasés, effacés de la surface de la terre. Parce que Bakounine dit, qu'est-ce que l'État? Un monstre dont la finalité est de broyer l'individu, de l'écraser et de le priver de toute forme de liberté. Bakounine dit, l'État est un monstre dévorant qui se nourrit de sacrifices humains. Il ajoute, l'État c'est l'immolation de l'individu. Bakounine finit par dire, l'État c'est la négation de la vie. Maintenant, s'il y a un domaine dans lequel la liberté de l'homme s'exprimerait, mes amis, c'est dans le domaine de l'art. Parce que vous savez très bien que l'art occupe une place importante dans la vie humaine. Vous vous rappelez le sujet du bac de l'année dernière? Allez les chercher et exercez-vous. Que disait le sujet du bac de l'année dernière? Si pour le savant, le monde doit être disponible, grâce à l'artiste, le monde devient habitable. C'est le sujet du Biohol. Si pour le savant, le monde doit être disponible, grâce à l'artiste, le monde devient habitable. Habitable est synonyme de supportable. Donc le sujet est en train de montrer que la vie n'est pas belle, elle n'est pas agréable. Pourquoi? Parce qu'elle rime avec la peur de la mort, elle rime avec la maladie, avec la pauvreté, avec la misère, avec la souffrance. Et l'art est ce qui permet à l'homme de supporter le lourd fardeau de l'existence. Rappelez-vous mon ami Arthur Schopenhauer, la vie n'est pas belle, mais les images de la vie sont belles. Et quand Schopenhauer disait, la vie n'est pas belle, mais les images de la vie sont belles. Quelles sont les images de la vie? Mais c'est celles qui sont reflétées par l'œuvre d'art. Schopenhauer, il vous enseigne quoi? Il nous dit, si un gros serpent s'invitait à notre rencontre, je crois que c'est déjà fini. Les peuls seraient les premiers à pousser des ailes pour s'envoler. Donc pourquoi? Parce que comme dit un chanteur bien de chez nous, vous ne le connaissez pas,
J'ai oublié son nom. Il disait ku gis jaan sam xel dem ci dee ba ngay dund ak ba ngay dee yëpp sa xel dem ci dee. Donc le serpent me fait peur parce qu'il me fait penser à la mort. Mais Schopenhauer dit le même serpent qui me fait fuir parce qu'en me faisant penser à la mort, lorsqu'il est représenté sur une toile, un tableau de peinture, il dit le serpent peut être tellement beau qu'on a envie de l'embrasser et de le caresser. Mais reconnaissez que vouloir embrasser un serpent n'est pas possible dans la vie réelle, mais est parfaitement possible par le biais de l'art. C'est pourquoi l'artiste, il retravaille le monde, lui imprime les marques de sa créativité, faisant que grâce à l'artiste, le monde devient habitable. Parce que le monde de l'artiste, c'est pas ce monde-là. Le monde de l'artiste, c'est le monde qu'il porte dans sa tête, c'est le monde qu'il porte dans son cœur, le monde de ses idées, mais de ses émotions, de ses pensées et de ses sentiments. C'est pourquoi le sujet du bac disait l'art, c'est la victoire du cœur sur la raison. Pourquoi l'art, c'est la victoire du cœur sur la raison? Parce que ce que le cœur perçoit, exprime, la raison est incapable de le dire. Mais de la même manière que l'art, c'est la victoire du cœur sur la raison, j'ai commencé par dire la philosophie, c'est la victoire de l'âme sur le corps avec Platon, on est d'accord? Mais quand Platon, comme Socrate, nous enseigne que je ne peux philosopher qu'en tuant le corps et en m'élevant par le biais de l'âme, j'ai envie de leur demander quand même, mais où est logée cette âme-là? Et si je pose la question à Platon comme à Socrate, ils me diront, mais l'âme est logée dans un corps. Et alors je leur dirai que ce petit corps-là qui loge mon âme est fatigué parce qu'il a fini de faire le tour de la question et au nom des droits du corps à se reposer, je vais vous dire merci en vous donnant la belle leçon que donnaient les anciens Grecs. Il y a quelques années où je disais, j'ai cessé d'être sénégalais, je suis devenu un laconien, habitant de la cité qui s'appelle Laconie, en Grèce antique. L'expression être laconique, c'est être bref. Ils avaient compris que nous autres sommes très bavards. Or, il faut cultiver la seule vertu qui vaille. Pour eux, la seule vertu, c'est le silence. Les citoyens de la Laconie se levaient le matin, l'après-midi, aller à l'école, à l'université. Vous savez pour apprendre quoi? Mais pour prendre des cours de silence. Des cours de silence. Parce qu'ils avaient compris qu'il n'y a rien de plus bavard qu'une lèvre au repos. Et comme ils avaient compris qu'il n'y a rien de plus bavard qu'une lèvre au repos, c'est mon tour également de vous laisser au silence bavard de mes lèvres désormais au repos. Ça a été un plaisir de partager avec vous. Je vous remercie. Merci, merci, merci. Il y en a qui disent, quoi qu'il advienne, je commande, quoi qu'il advienne, je disserte. C'est un piège. Ne tombez pas dans ce piège. Vous dites quoi qu'il advienne, je disserte. Vous lisez les sujets, vous n'y comprenez rien. Vous allez chercher à commenter, vous avez oublié les conseils, vous n'étiez pas préparé. Ne le faites pas. D'accord? Exercez-vous aux deux. Dissertation comme commentaire et choisissez le sujet que vous avez compris. En évitant deux choses. Première chose, ce que j'appelle la lecture impressive. Lecture impressive, moi, ne pas faire attention au concept clé du sujet, mais tout de suite chercher à voir la leçon à laquelle se rapporte le sujet. Ne faites jamais ça. Il est rare, presque inexistant, que je me une leçon pour aborder un sujet du bac. C'est des sujets de synthèse. Je vous ai donné des exemples. Le sujet dit, Boudaoubi, juillet 2021, si pour le savant, le monde doit être disponible, grâce à l'artiste, le monde devient habitable. Bonne leçon là. Si pour le savant, le monde doit être disponible, grâce à l'artiste, le monde devient habitable. Bonne leçon là, Etari. Le sujet parle de quelle leçon? Il y a une leçon qui s'appelle le savant. Hein? Il y a une leçon qui s'appelle l'artiste. Donc vous voyez que c'est des exercices de réflexion et non pas de récitation. Je répète partout. Ne partez jamais du cahier de cours vers le sujet, mais partez du sujet, de sa lecture, de sa compréhension, vers le cahier de cours pour chercher les arguments de qu'est-ce que la philosophie esthétique. Waye gis si pour le savant, machallah, xamone na ne épistémologique mom, hein? Après un, non, en philo c'est pas possible. Man li ma bind ke monsieur, wor na mané il n'a pas corrigé ma copie, hein? Ñi buñ dé safar lay dem man li ma bind yépp. Gis na savant rek
non xamoon naa science day génn macha allah mënuñ ma woon ñàkk la philosophie et science ay la philosophie rationnelle la science way ratatata ratatata. Alors que le sujet dit, si pour le savant, le monde doit être disponible, tu dois te demander, qu'est-ce que être disponible? Qu'est-ce que être habitable? Ouais, gis le savant, gis l'art, ratatatatatatatata. Donc, évitez de partir du cahier de cours vers le sujet. Lisez le sujet, comprenez-le. Et quand vous l'avez compris et choisi, prenez la feuille et pliez. Vous savez ce que je veux dire? Pliez moi. Si je choisir le sujet 1, je ne vois plus le 2, je ne vois plus le 3. Pourquoi? Très souvent, par expérience, vous êtes tenté d'abandonner, commencez à jeter un coup d'œil sur le texte pour essayer de recommencer. Si vous le faites, vous n'aurez jamais le temps de faire un travail correct. Donc, comme dit Jean-Paul Sartre, choisir, c'est se priver du reste. Quand j'ai choisi un sujet, parce que je l'ai compris, pas parce que je m'en ai, non. Pas parce que nature et culture m'ont de manière, pas parce que état de manière d'aide, mais parce que j'ai compris le sujet. Quand j'ai un même niveau de compréhension de deux sujets, je choisis celui où j'ai le plus d'arguments. Qu'il s'agisse de dissertation, de commentaires, je ne veux pas vous perturber. Parce que vos profs ont déjà fait la méthode, donc je ne vais pas les détails. Ce qu'ils vous ont dit, c'est des chemins différents pour aboutir au même but. Mais retenez que, à commentaire, dissertation, c'est les trois compétences de base du philosophie. C'est la conceptualisation, c'est la problématisation, c'est l'argumentation. ñett yooyu muy dissertation muy commentaire conceptualisation problématisation argumentation bu ñu benn manqué mbir mi du sotti. C'est les trois compétences de base du philosophie. Les maintenant, certains en 4 parties, d'autres en 5 parties. Toutes vos démarches de professeurs sont pertinentes. Comme je dis, c'est des chemins ou pour disserter ou pour réussir un travail de commentaire. La veille de l'examen, ne changez pas d'habitude, ni de sommeil, ni alimentaire. Vous avez de minuit comme moi, 1h du matin, faites-le. Si vous allez à 21h, le corps c'est comme une sorte d'horloge. Ta moto nelaw 21h, da ngay windelu ba minuit 1h, heure ba nga tam ngay nelaw, la conséquence tu te réveilles mal, tu es engourdi. Vous avez l'habitude de dormir à minuit 1h, allez-y à minuit. 22h, allez-y à 22h. Si comme moi, vous n'avez pas l'habitude de manger de bon matin, ce n'est pas parce que c'est le jour du bac qu'un bon peul, je vais manger 1 kilo de viande, boire 1 litre de lait pour avoir la forme, mais vous allez vous mettre à bailler parce que vous avez agressé l'organisme qui n'est pas habitué à recevoir de la nourriture de bon matin. Donc vous ne changez pas vos heures de sommeil, vous ne changez pas vos habitudes alimentaires, vous les gardez intactes. Vous êtes seul au monde. Le portable, l'office du bac Nena, j'ouvre les guillemets. L'office du bac Nena, j'ouvre les guillemets. Moi, je suis président du jury. La simple détention du portable est une présomption de fraude. Fin de citation. Présomption, simple, yor correct. Présomption de fraude, le simple fait que le portable soit dans le centre, dans la salle, dans le centre, c'est une présomption de fraude. Donc, il n'a rien à faire. Je sais que y a un portable, c'est des rapports particuliers. Bu ngeen di gas suul parce que am na ñoo xam ne bu ñu ko defee armoire ba wóoluwuñ bu ñu ko defee feneen wóoluwuñ nit gis ko donc gas leen suul ngeen def ko ci mbuus denc. J'en connais qui ne laisseront jamais le portable traîner pour rien au monde pour les raisons que vous imaginez. Donc def leen ko ci mbuus ngeen gas suul waaye bu mu dem ca centre ba. On est d'accord? Donc quand vous êtes dans la salle également, écoutez, moi je termine. Vous êtes seul moi. Le voisin à droite, à gauche, ci kanam, ci ginaaw, il ne vous intéresse pas. Di nga gis ci ko xamne buñ défé 15 minutes mu ngay demander intercalaire. Nga an way sama ndey, hein, man de gaay ngi bind ma etc. Non, vous installez la panique en vous. Bo moytuul mu nga ca hors sujet. Marchez à votre propre rythme. Ce que font les autres ne vous intéresse pas. Travaillez à votre propre rythme, rendez la copie au bon moment. Prenez 30 minutes, 45 minutes pour écrire votre introduction au brouillon et la recopier. Le développement, monoko bindu. Vous avez tiré. Première partie, thèse. Deuxième partie, antithèse. Vous avez une phrase, une phrase.
Citation, ce n'est pas indispensable. Quand elle vient d'elle-même, khayrun, mais que je ne sois pas là à mordre le stylo en cherchant coûte que coûte une citation qui ne viendra pas. D'accord? Et quand vous faites ça, vous avez créé les conditions de la réussite. Allez le jour de l'examen détendu. La veille, allez au sport, écoutez de la musique, jangalen khassida, jangalen al-Quran. En tout cas, divertissez-vous, libérez l'esprit et bouchez-vous les oreilles. Il paraît, état mom gennon na daw. Il paraît, c'est des histoires. Personne ne peut vous dire, pas même nous. Parce que nous, nous choisirons, profitons, def ay envoi de sujet à l'office du bac. L'office du bac, les professeurs réunissent. Quand nous tous nous avons choisi, le dernier mot revient à un seul individu. IGF, inspecteur général d'éducation et de la formation en philosophie. Koka. Bu fekkee man songé dama propose sujet, mu jël ko, il le reformule et le change complètement pour que je ne sois même pas tenté de le donner au bac et de l'avoir fait avec mes élèves. Il le reformule entièrement. Quand il vous raconte des histoires par personne, mais accompagné de vos frères et de vos sœurs, vous leur dites parce que vous tous aurez réussi massivement à votre baccalauréat. Merci à tout le monde, merci à mes enfants et à une autre génération. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. We are Seven Truth. Seven Truth Entertainment.